Horizon Midi soit avec vous, mesdames, messieurs, bien le bonjour à toutes et à tous. Merci encore de nous renouveler votre confiance ce matin dans le cadre de cette sortie de la semaine Horizon Midi sur les antennes Horizon 3 Télévision entre lundi et vendredi 10h, 11h52, alors que les détracteurs de l'information répondent encore présents à l'appel du devoir. Le devoir d'informer, le devoir de divertir, le devoir d'éduquer en respectant la déontologie qui encadre la coopération. J'ai failli dire justement le métier du journaliste au Cameroun. À cet effet, l'intrépide, l'indescriptible Julio Arcel Diop, ressortissant de la région du littoral de la Sanaga maritime, précisément de Ndome, il reprend en présent l'appel de son devoir ce matin. Il aura ainsi les signes honneur d'analyser, de décrypter l'actualité qui lui sera soumise sur la table dans le cadre de cette sortie de la semaine avec lui à bord d'un Boeing 399 pour rejoindre la République démocratique de Congo. On interrogera le pourquoi, la persistance justement de ce conflit entre le Rwanda et ce pays frère. Est-ce visiblement la question du sous-sol et même des minerais? On aura l'occasion de vous en dire plus sur la question dans le cadre de cette autre production d'Horizon Midi. Face à lui, Yvan Ameningankoué, c'est l'officier de réserve dans le cadre de cette production Horizon Midi, ressortissant de la région de l'Ouest Cameroun, précisément de Baba. Il aura ainsi le privilège, lui, d'analyser, de décrypter les thématiques qui lui seront également soumises dans le cadre de cette autre appréciation. Avec lui, on parlera des questions relatives à l'insécurité dans notre pays, pour interroger la conscience du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui a donc visiblement dans une vidéo dit à une femme que le dehors est mauvais. Il est conscient, malheureusement, mais que fait-il? À quoi servent les réunions sectorielles pourtant organisées chaque année en présence des gouverneurs des régions? C'est toute la grosse question dans le cadre de cette autre sortie d'Horizon Midi, mesdames, messieurs. En mise en bouche, on ira du côté des DA pour parler justement de cette actualité qui sévit du côté de Sikoum. C'est une actualité assez particulière de ce côté. Vous aurez l'occasion de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous l'aurez très bien constaté, je reste et je demeure l'unique étoile du drapeau camerounais. J'ai l'honneur, le bonheur et même le privilège de tenir encore et même de conduire les échanges de ce matin. Julio Arcel Diop, bonjour et bienvenue. Bonjour Romaric, bonjour Yvan Ameni, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs. Bonjour en particulier ce matin à une jeune demoiselle qui est fidèle à ce programme et qui souffrira que je ne cite pas son nom. Merci beaucoup Julio Arcel Diop. Permettez-moi également de dire bonjour à une famille que je ne connais pas, du côté de Jouvence. J'ai eu l'appel d'un beau-frère très tard dans la nuit pour me dire qu'on vous a écouté. Et nous étions au sein d'une famille, donc permettez-moi d'adresser également mon bonjour à cette famille. Il s'appelle Christian Atangana, c'est bien son nom. Face à vous, Yvan Ameningankoué, avec nous sur le plateau d'Horizon Midi pour ce mardi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Omar, bonjour également à Julio Arcel Diop, bonjour à tous ces millions de téléspectateurs qui nous regardent encore ce matin. Bonjour également à ces Camerounais-là qui vivent en périphérique de la ville de Yaoundé, qui se bousculent au quotidien. J'étais encore du côté de Balmayo dimanche avec quelques amis de ce côté-là et ils écoutent de plus en plus les programmes d'Horizon 3 Télévision. C'est un grand honneur, Yvan Ameni, ce n'est pas un secret. Vous devriez pourtant aussi être à Kribi depuis vendredi dernier, on se comprend. Mais au regard des obligations professionnelles, vous avez accepté de servir les Camerounais et même les téléspectateurs à Horizon 3 Télévision. C'est une grosse équipe de production derrière ce contenu, mesdames, messieurs. Vous aurez l'occasion de les découvrir à la fin de cette émission. Julio Arcel Diop en mise en bouche. Nous sommes dans la ville de Déa, à Sikoum précisément. Juste après le deuxième échangeur en prenant la nationale, c'est numéro 3, je pense bien, en passant par Colbisson. Il y a une actualité assez particulière qui se vit de ce côté. Les populations qui sont dans la consternation parce que les frères de cette localité sont pour la plupart ligotés, assassinés, jetés dans la forêt, jetés dans la brousse. Il n'y a que des ossements humains qui ont été visibles lors de la descente de nos différentes équipes de ce côté. Mais il y a dans, je parlais ici, l'écosystème médiatique, le nom d'un haut cadre de la sécurité qui est indexé. Peut-être on vous permet de jeter un regard un peu analytique sur la situation avant certainement de continuer dans le cadre de cette actualité. Je vous avoue que, en considérant même le fait que nos équipes aient été sur le terrain, je n'en sais encore pas grand-chose. Je sais effectivement qu'il y a une sorte de charnier
qu'on aurait découvert quelque part, mais les informations à ma portion ne me permettent pas de donner véritablement assez de lumière à ceux qui nous regardent ce matin. J'attends naturellement d'en apprendre plus de vos différents traitements. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Horizon 3, donc après ce que vous aurez à nous proposer, on en saura beaucoup plus. Il faut que les utilisateurs le sachent, lorsqu'une équipe descend sur le terrain, même nous, les responsables, ne sommes pas exactement sûrs de ce qui va en sortir. C'est ce que la conférence qui est souveraine décide, qui, en respectant naturellement les canaux de la communication, l'éthique et la déontologie. Oui. Nous, on en sait encore trop, on n'en sait pas. Peut-être pour être au même niveau d'information, il y a une véritable bande de criminels qui sévit à Sikoum, Ça, justement, c'est ce qui se près dit. du péage. Non, c'est pas ce sur qui les se réseaux dit. sociaux, Non, non, naturellement, pas voilà. dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas des journalistes des réseaux sociaux. Je vous dis que c'est sur les réseaux sociaux. Non, du tout. Jusqu'ici, je peux vous garantir Il n'y a pas ça sur les réseaux sociaux. qu'Horizon 3 Télévision Non, je n'indexe pas Horizon 3. a Je l'exclusivité dis que de jusqu'à cette cet endroit, information. jusqu'à ce niveau-ci, Oui. c'est connu de la même manière sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est Donc, connu c'est le que plus que depuis, vous apporterez c'est connu que depuis le et début que nous ne d'année, serons pas encore. le massacre est découvert. C'est Je connu. dis que ce qui a été découvert hier ou avant-hier est déjà sur les réseaux sociaux. C'est la profondeur que vous nous proposez, que les autres n'ont pas encore. Et que moi-même, je n'ai pas encore. Pourquoi vous avez peur quand vous découvrez souveraine? Non, je n'ai pas peur. On attend que vous nous dévoiliez l'information. Peut-être que vous nous réservez quelque chose même sur ce plateau. Il doit vivre la télé-réalité avec nous. Il y a des moments où le présentateur a ces informations qu'on n'a pas. J'ai par contre entendu dire ça aussi, il faut revenir là-dessus parce qu'on peut croire que je fais une fuite en avant. J'ai lu d'ailleurs une tribune ce matin où on disait que le colonel Émile Bankui, son nom revenait dans ces informations-là. J'ai lu ça également dans une tribune, que ce serait son charnier, entre guillemets. Je dis, bon, ok, si les journalistes commencent à se pencher sur la question, j'apprends d'ailleurs qu'il y a Rodrigue Tongue qui a été un petit peu inquiété par rapport à cela, ou qui est inquiété, ou qui sera inquiété. J'attends qu'il y a Jean-Bruno Tania qui s'est prononcé sur la question lui aussi. Je n'ai pas de preuves pour le moment, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais vous pouvez être sûr qu'une fois que j'en saurai plus, moi, j'en parlerai en profondeur et sans négliger le moindre détail. De toutes les façons, voilà le charnier en question. Tout à fait. Nous ne disons pas ici que le colonel Jean-Émile Bankui est bel et bien responsable de ces faits. Il y a effectivement, comme vous l'avez si bien dit, son nom qui est cité dans le cadre de cette Tout à affaire. fait. Mais les informations que nous avons jusqu'ici, c'est qu'il y a un groupe de criminels Ouais. qui profitent justement Ouais. du fait que les riverains ou encore que les populations de cette localité se battent pour arracher des motos, pour les ligoter, les assassiner Ouais. et prendre les engins. On ne sait pas exactement ce qu'ils font avec ces engins. Bref, c'est encore une autre preuve que la sécurité dans notre pays reste encore à désirer. Yvan Ameni, on peut le constater. Le matériel utilisé par ceux-ci, notamment des caoutchoucs, notamment des frontes. Celui qu'on a retrouvé vivant était ligoté. Il a passé 2 jours dans ce charnier. Et fort a été de constater effectivement qu'il y avait plusieurs autres corps découverts, des corps justement qui ont disparu de la localité sans aucune autre trace. Les enquêtes qui ont été mêlées, on n'a jamais retrouvé ces individus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont plus revenus à la maison lors de leur départ de la maison. Beaucoup d'autres informations certainement seront présentées dans le cas de 19h30 ce Il soir. faut aussi dire, Omari, peut-être que c'est pas mon tour de parole, que les services de sécurité de l'État qui sont généralement cités dans ce type d'affaires sont un petit peu plus méticuleux que ce que je vois là. C'est pas avec des frondes. Tout à fait. Et autre Voilà. chose que les services Voilà, de sécurité de l'État effectivement. opèrent. Il était question effectivement de questionner Donc, quand on regarde la voilà. manière avec laquelle on administre justement je veux parler, on administre ces tortures-là. Est-ce que ça peut venir des professionnels de la sécurité? Non, absolument pas. J'en Nous ne doute pensons énormément. pas. Absolument, Et donc, j'en doute. raison pour laquelle il y a lieu certainement de te dire que le colonel Jean-Émile Bankui, dont on reconnaît pour son professionnalisme, est tout simplement victime, en d'autres termes, d'un certain acharnement. Mais de qui et pour quelle raison? On aura certainement l'occasion d'avoir plus d'informations là-dessus. Yvan Ameni, c'est encore une autre preuve que la sécurité reste questionnable dans notre pays quand on regarde ces images. Justement, la sécurité reste un problème crucial dans notre pays, mais malheureusement, ça ne fait pas partie des priorités de ceux-là qui nous gouvernent. Pourquoi on le dit? Regardez, par exemple, le matin, lorsque les populations camerounaises sortent pour aller vaquer à leurs occupations quotidiennes, il n'y a parfois pas de
forces de sécurité pour davantage assurer la sécurité des populations et même des biens. Vous voyez des carrefours parfois abandonnés, ou des carrefours qui sont à la merci des insécurités galopantes. C'est la conséquence tout simplement du fait qu'en 2025, la sécurité fondamentalement n'est pas une priorité pour ceux-là qui nous gouvernent. La priorité plutôt pour eux, c'est de convaincre les Camerounais à renouveler encore notre mandat au chef de l'État, c'est d'inviter de plus en plus les populations camerounaises à savoir que le chef de l'État est encore très jeune, qui n'est pas différent d'un jeune Camerounais qui a âgé de 17 ans, que le chef de l'État est très jeune, c'est même maintenant qu'il devient encore plus jeune et autres. Puisque si on était dans un environnement où la sécurité était une priorité, on ne devait plus assister à ce que nous sommes en train de vivre du côté de la ville d'Idéa. Et on connaît le caractère stratégique que cette ville représente pour le Cameroun. Tout à fait. Imaginez un peu le nombre de Camerounais qui ont été interceptés sur cette voie de circulation. La ville d'Idéa est l'une des routes les plus sollicitées par la quasi-totalité des Camerounais qui vivent dans la ville de Yaoundé. Par exemple, puisque pour aller dans Akribi et autres, il faut passer par la ville d'Idéa pour ceux qui vivent à Yaoundé. Totaliser donc le nombre de Camerounais qui ont été interpellés sur cette voie de circulation. C'est la conséquence tout simplement de la malgouvernance. La conséquence de la malgouvernance, un constat est fait, Julio Arcel, c'est que sur cette nationale-là, il y avait un groupe qui alimentait, j'ai failli dire, comment vous appelez ça, c'est un disjoncteur, non, un transformateur, voilà, qui alimentait toute cette localité, mais les populations témoignent que ce transformateur n'existe plus, il est en état de dégradation très avancée. La situation n'inquiète pas nos gouvernants et même je veux parler ici des administratifs de cette localité. Un autre constat, c'est que lorsque vous empruntez la nationale justement qui vous conduit à Douala en passant sur la route de Colbison, Idéa et bien d'autres, il n'y a pas d'éclairage de ce côté. Il n'y a pas de lampadaire, tout est noir. Vous vous souvenez, nous avons emprunté cette route lorsqu'on ressortait de Lobo. C'était une route inquiétante. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un climat comme celui-là et espérer ne pas faire face ou ne pas être confronté à ce genre de difficultés? Bon, peut-être qu'il faut apporter une ou deux précisions d'abord avant de répondre à la question. Peut-être qu'il faut faire le distinguo entre l'autoroute qui est en gestation et la nationale. C'est vrai qu'elle se croise quelque part par la bretelle qui remonte à Boumiébel. Mais entre Boumiébel et Idéa, la distance est assez grande, donc difficile de faire le lien entre ce qui s'est passé à Idéa et l'autoroute. Maintenant, les autoroutes sont conçues, c'est vrai qu'il y a une urgence absolue d'éclairer au moins les aires de repos qui y sont mentionnées, ou du moins d'éclairer même chaque 100 mètres, ce qui n'est pas de refus. Je suis encore sur l'autoroute. C'était vraiment une autoroute qui a fait beaucoup de victimes. À un moment donné, même cette autoroute servait de poubelle pour des corps humains. Ça veut dire qu'on commettait des forfaits, c'est sur l'autoroute qu'on allait les déposer. On a vécu ça dans ce pays. À un moment donné, il y a moins d'1 an et demi. Il y a également que sur cette autoroute, lorsque vous avez une panne, même en journée, vous êtes mal barré. C'est pas toujours. Heureusement que de plus en plus, ces pratiques s'extompent, diminuent sur cet axe-là. Mais à une certaine époque, lorsque vous aviez même une panne sur l'autoroute, là, même en journée, et que vous voyez des motos rôder autour de vous, monter et descendre, il fallait s'attendre à ce que vous ayez droit à une visite dans les heures qui arrivaient. Dieu merci, ça commence à diminuer un peu. Maintenant, pour revenir à côté éclairage, vous avez raison de dire qu'il faut peut-être éclairer les autoroutes, même si elles ne sont pas faites pour être éclairées. C'est une autre vérité, il faut le dire. Les autoroutes, c'est pour les voitures qui sont en bon état. Donc, elles partent de Yaoundé. Pour Boumiébel, ça s'arrête à Boumiébel la réalité. Du moins, ça s'arrête à l'embranchement. Merci pour la Boumiébel. Voilà. Parce qu'après Boumiébel, il y a cet embranchement qui revient. Il y a l'embranchement par Macaille qui ressort. Tout à fait. Et donc, merci pour cette précision. C'est pour des véhicules qui sont en bon état et qui roulent à grande vitesse. Encore que nous, on n'a que 4 voies, deux de chaque côté. Donc, soit on roule à grande vitesse, soit on roule à grande vitesse. Bon, il n'y a pas que ça, c'est la voie de ceux qui roulent doucement, non. Si les deux voies sont faites pour rouler, pour y aller rapidement. Vous voyez que, déjà, ce n'est pas une autoroute, c'est juste quelque chose qui y ressemble. Et ils n'ont pas l'obligation de l'éclairer. On a le devoir de vérité envers ceux qui nous regardent. Il n'y a pas une obligation à éclairer une autoroute. Vos phares suffisent pour vous y conduire et votre véhicule doit être en bon état. Voilà. Maintenant, là, on est à, je crois, Idéa. Là, c'est les images qui nous viennent d'Idéa. Le nouveau péage qui ne fonctionne pas encore, qui d'ailleurs fait partie de ceux qui ont coûté 3 milliards de francs CFA à l'État camerounais et qui ne servent absolument à rien, qui sont en train de se dégrader sans même être entrés en service. Ça, c'est une localité non loin de là et naturellement. C'est ici à Idéa et plus loin
en brousse qu'on a trouvé ce charnier humain. C'est toujours regrettable de savoir qu'il y a des humains qui disparaissent. Et donc, les familles n'auront jamais l'opportunité de trouver les corps pour finalement faire le deuil, car ayant pourri dans la broussaille, c'est bien dommage. Maintenant, revenons peut-être sur quelques précisions, Jordan. Romaric. Romaric. Les charniers, oui, Jordan, je pense, c'est lui qui était sur le terrain? Tout à fait. Voilà. Les charniers humains, il y en a souvent au Cameroun. C'est quand on les découvre que ça choque. Il y en a au Cameroun, il y en a dans tous les pays. Donc, qui sont à l'origine de ce type de pratique, c'est toute la question. C'est assez triste d'ailleurs de savoir que ça s'est produit à Edia. Vous savez qu'Edia, c'est chez moi. Et donc, savoir que non loin de la résidence familiale, il y a un charnier humain. Je vous avoue que ça fait quand même froid au dos, qu'on le veuille ou non. Savoir qu'il y a des grands frères qui ont disparu subitement dans la circulation, qu'on ne verra certainement jamais, qui peuvent peut-être faire partie des personnes qui sont en décomposition totale. À cet endroit-là, ça donne froid au dos. Et vous voyez, Jordan... Je voulais vous relancer quand même sur la question. Quel est l'objectif qu'on recherche lorsqu'on cite quand même le nom d'un haut cadre de la sécurité Votre question a tout son sens. Est-ce que c'est un acharnement qui en veut votre question a tout son au colonel sens. Jean-Émile Banqui? Il est connu quand même pour son professionnalisme, même dans le cadre des interpellations. Parfois, il est assez professionnel. Là où les gens se trompent complètement, c'est que s'il y avait véritablement une responsabilité à imputer à un service de sécurité de l'État lorsqu'on découvre un charnier, ce ne serait pas la sécurité militaire. La sécurité militaire, la vérité, n'est même pas impliquée directement dans les assassinats pour un État. Ça, il faut le dire. La sécurité militaire, c'est vraiment la sécurité militaire. À côté, il y a les services de renseignement, les services de recherche et autres. C'est ceux-là qui sont spécialisés dans les assassinats, les tueries. Même si je n'accuse pas nos services ici de multiplier des charniers humains, mais je dis que s'il fallait établir des responsabilités, les charniers humains ne sont pas imputables à un service de sécurité militaire. La CEMIL, c'est pour les militaires, c'est pour la sécurité militaire. Rien d'autre. C'est vrai ils ont également une branche de renseignement et de surveillance, mais ils n'ont pas pour vocation tout de suite d'éliminer le potentiel danger. Ça ne relève pas de leurs attributions. Bien que je ne connaisse pas exactement les codes de sécurité du pays, mais je dis quand je me fie à la terminologie même de sécurité militaire, vous comprenez tout de suite qu'à la vérité, ce n'est pas trop de leur... Mais les services de recherche extérieurs ou intérieurs, eux, ils tuent, tout le monde le sait, et énormément. C'est la spécialité. Oui, enfin, ça fait partie de la spécialité. Il faut neutraliser les problèmes. Alors, nous sommes dans un contexte... Et dans le langage militaire, neutraliser veut dire tuer. Nous sommes dans un contexte d'exercice, justement, d'une profession assez importante et sensible. On se demande bien, lorsqu'on voit des confrères faire des sorties, justement, sur la personne du colonel Jean-Émile Banqui, et qu'on veut lui attribuer, justement, ce charnier visible dans la Sanaga maritime, je veux dire, dans la Sanaga maritime, voilà, tout à fait. Il faut dire également que nous ne défendons pas sur ce plateau le colonel Émile Banqui, nous ne rentrons juste pas dans ces manœuvres sans preuve. Tout à fait, nous n'entrons pas dans les manœuvres sans preuve et nous voulons comprendre le fond, le pourquoi de cet acharnement. Mais certainement qu'il a lui aussi des casseroles qu'il traîne avec lui et qui font que les gens sont en mesure de se jeter dans des spéculations à chaque fois qu'il y a ce type d'éléments. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est sûr que quelque part, lui aussi, il traîne des casseroles. Nous, on n'en sait rien. Je dis, je maintiens encore, moi, je ne participerai jamais à un plateau qui consiste à laver quelqu'un qui sert ce gouvernement à ce niveau. Tout est possible, même si nous, on n'accuse personne. Ils s'appuient certainement sur des éléments qui leur sont propres, des éléments factuels qu'ils ont. Je doute fort que quelqu'un puisse se lancer dans un chantier pareil. Je ne dis pas que le charnier, c'est celui du colonel Banqui, mais juste pour que quelqu'un qui connaît bien qui est ce monsieur puisse se lancer dans une activité pareille, dans une entreprise pareille, sans savoir sur quoi il compte. Nous n'y allons pas, parce que nous, on ne sait pas sur quoi on compte. Factuel. Oui, s'il y avait des éléments factuels qui établissent et bien le évidemment entre le colonel, clairement, sans le rôle de la titraille, c'est pour comprendre. Non, la titraille, elle a son sens. Voilà, c'est pour comprendre finalement. S'il y avait les éléments factuels, oui, qui nous permettait d'établir le lien sans aucun risque de se tromper. Non, absolument. On l'aura fait. Je me prononçais sur la question, voilà. quitte à m'exposer comme à d'éventuels... On ne s'expose à rien. Voilà. On fait notre travail simplement. Le travail est celui d'informer les Camerounais sur l'actualité justement qui est commentée au Cameroun. Tout à fait. Yvan Ameni, est-ce que vous avez l'impression qu'il s'agit ici juste d'un acharnement ou alors que ce qu'ils font ont des preuves à leur niveau? Alors, comme on le dit également au Cameroun, on finira toujours par avoir la vérité. Ça ne va pas traîner. Donc, dans les tout prochains jours, on saura exactement
qui sont les commanditaires derrière l'affaire. Surtout que les faits sont déjà clairs. Il y a plusieurs pertes en vies humaines. Il y a les témoignages également des populations de la ville d'Edea. Donc dans les prochains jours, on saura exactement qui se retrouve derrière cette affaire. Mais c'est clair que si nous sommes dans un pays où il y a également des presses à gages, ce n'est que normal que plusieurs presses sortent, par exemple, pour faire le lavage sur le colonel Bankui. D'autres sortent également pour fustiger le colonel Bankui. Mais on reste sur les faits. Dans les prochains jours, nous aurons exactement la vérité de ce qui s'est passé. Pour sortir même encore en revenant également sur l'actualité relative avec ce qui s'est passé le week-end dernier dans le Septentrion. On a vu les vidéos comment les populations de cette partie du Cameroun ont barricadé l'hélicoptère du SGPR. Moi, on a quand même tout un journal aujourd'hui qui a titré pour dire qu'il n'y a jamais eu de tension dans le Septentrion. C'est aussi ça le Cameroun. Donc dans les prochains jours, nous aurons les vérités exactes sur ce qui se passe dans la ville d'Edea. Encore que Horizon 3 est le premier média à se déplacer pour aller sur le terrain, pour avoir l'exclusivité. Donc l'équipe de reporters qui travaillent derrière, on pense que nous aurons les informations réelles et concrètes sur cette actualité macabre qui malheureusement arrive également dans un contexte où ça crée de plus en plus un traumatisme psychologique dans le quotidien de cette belle ville du Cameroun. Merci beaucoup Yvan Amenia. On va rapidement, Julio Arcel Diop, vous permettre de partager avec nous votre fait d'actualité de ce matin. C'est ni un fait de société, ni un commentaire sur Samuel Eto'o, mais certainement une analyse sommaire de la situation de la scène politique camerounaise actuellement, les tendances qu'elle prend et les inquiétudes que nous partageons avec nos utilisateurs ce matin. Il se trouve qu'il est en train de naître quelque chose de pas appréciable, de pas bon du tout pour les Camerounais. Ces petites querelles qui ont commencé en étape embryonnaire et qui aujourd'hui s'émancipent, c'est les clashs qui ne s'arrêtent pas, qui ne s'estompent pas entre les militants de deux formations politiques qui sont en train de tribaliser le débat au Cameroun. On a d'un côté le MRC avec le professeur Maurice Kamto qui, à chaque fois qu'il en a l'occasion, essaie de lui aussi tribaliser le débat en se faisant porte-parole des Bamlékés. Il aime bien prétendre que parce qu'il est Bamléké, on s'attaque à lui, ou parce qu'il est président du MRC, on attribue une certaine responsabilité de certaines exagérations sur les réseaux sociaux à sa personne du fait de sa tribu. C'est une attitude qu'il doit tout de suite cesser. Il en est de même pour, de notre côté, les militants du PCRN qui s'illustrent également par une violence verbale sans précédent. Et entre le MRC qui dit qu'il se défend des militants du PCRN et ceux du PCRN qui disent se défendre des attaques du MRC, on a désormais droit à une scène polluée. On a droit à des clashs, mais alors interminables. On a droit à une toile polluée de tribalisme et que sais-je encore. Et c'est pas comme ça que nous autres voyons le Cameroun. Chacun se met dans la posture de « je me défends des attaques de l'autre ». Qui a commencé, qui réagit, qui est passé devant, qui. Est-ce vraiment utile en ce moment pour le Cameroun? Au moment où nous avons un rendez-vous avec notre histoire, au moment où nous sommes à un couloir déterminant de l'avenir du pays, est-ce vraiment utile ces querelles inutiles, ces bagarres inutiles auxquelles on se livre tous les jours au nom des leaders politiques? C'est une question que je voulais me poser ce matin et c'est une inquiétude que je partage avec vous. Bien évidemment, et est-ce que même ces bagarres ne visent pas à désacraliser la confiance que les populations camerounaises avaient portée à l'égard justement de ces leaders de formation politique, Yvan Meni, les Camerounais qui espéraient que ce soit sur Cabral Libi, que ce soit sur le professeur Maurice Kamto et bien d'autres leaders de formation politique d'opposition. Il y a ces deux figures emblématiques, sont quand même respectivement deuxième et troisième à la récente élection présidentielle. Aujourd'hui, ils se déchirent en queue de poisson à Mondovision devant les Camerounais. On a envie de se croire qu'une fois au pouvoir, ça semblerait être très grave. Comment vous appréciez justement ce genre d'attitude-là? Justement, le mal est suffisamment grave, mais le tribalisme aujourd'hui, ça ne débute pas en 2025 ou encore en 2018 ou encore en 2000. Le tribalisme a toujours existé au Cameroun. Maintenant, c'est l'évolution de ce tribalisme-là qui nous inquiète. Parce qu'il faut le dire, au moment des indépendances au Cameroun,
pour quitter de la région de l'Ouest pour arriver à Yaoundé, il fallait avoir un laissez-passer. Hein. C'est ce qu'il faut savoir. Pour qu'un Bamileke traversait Ebebda ou encore la Sanaga pour arriver à Yaoundé, il fallait un laissez-passer. C'est également une forme de tribalisme, puisque comment comprendre que vous êtes à l'Ouest et on vous refuse quand même d'aller à Yaoundé librement. Et il faut aussi dire que plus tard, le tribalisme aussi s'est développé au sein des familles. Vous savez qu'il y a des familles bamileke où il y a des parents qui ont eu à dire à leurs enfants, je ne veux pas l'Nkwa. Ils appellent ceux qui ne sont pas originaires de la région de l'Ouest, ceux qui l'Nkwa. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en français. Donc, il y a des parents qui disaient que je ne veux pas l'Nkwa, on ne veut pas les étrangers et autres en fait. Donc, il y a des enfants également qui ont grandi avec ce message-là qui était véhiculé par les parents en pays bamileke. Mais aujourd'hui, la société s'est modernisée. On a de plus en plus un grand brassage entre les Bamileke et les Béti, les Bamileke et les Bassa. À ce niveau-là, il n'y a réellement plus de problème. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le comportement de certains militants au Cameroun. Il y a un militant du MRC ce matin que je vais citer, et je l'assume d'ailleurs, Mamadou Mota, le premier vice-président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je ne sais pas si vous lisez ses sorties sur les réseaux sociaux ou alors si vous lisez les messages, si vous lisez ses réponses sur les réseaux sociaux. Prenez un peu une journée, vous lisez un peu, vous allez voir quand il a répondu également à Inès Obama. Moi, je pense que nous sommes dans une société où, après tout, nous sommes Camerounais. Chaque Camerounais peut commettre des errements, des erreurs et autres. Même entre confrères, on peut arriver à un stade où on se fait des reproches et autres. Mais Inès Obama, il a présenté les excuses à Mondo Vision sur bon nombre de choses. Comment revenir pour dire que quand il travaille dans tel média et autres encore, et ils doivent savoir que chaque média a une ligne éditoriale. Moi, je ne vais jamais me fâcher contre un journaliste de la CATV. Quand il vient me dire que le SGPR est plutôt resté à Ngaoundéré, pas à Maroua, parce qu'il a prolongé son séjour. Mais nous, à Horizon, tout le monde sait que le SGPR est resté à Maroua parce que les populations se sont fâchées. Moi, je respecte la ligne éditoriale de mon média. S'il y a des médias qui soutiennent l'action gouvernementale, il faut le respecter, en fait, pour ne plus tomber dans certains clivages et autres, en fait. Vous imaginez que vous aspirez à vouloir gouverner un pays et vous faites un communiqué pour dire que vous ne partez plus dans tel média. Mais ça, c'est extrêmement grave. Vous dites qu'il y a tel média qui est tribaliste et autres, que nous n'allons plus nous y rendre dans ce média. Vous êtes responsable des médias. Si vos militants ont été attaqués ou alors vos militants ont été marginalisés, je ne sais trop quoi, sur un plateau de télévision, vous partez rencontrer les responsables de ces médias-là. Sans exclure le fait que chaque média au Cameroun a sa ligne éditoriale. Au fond, fondamentalement, les Camerounais n'ont pas de problème. Je le redis toujours, la vie chère ne trie pas les tribus. Quand vous allez au marché, le piment aujourd'hui qui est cher et autres, en fait, est-ce qu'on trie pour dire que non, aux militants du PCR, on va vendre moins cher, au Bamileke, on va vendre moins cher, au Béti, on va vendre moins cher, en fait. Fondamentalement, il n'y a réellement pas de souci. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'ils sont là, ils se pavanent dans le tribalisme, et ça avantage le parti en place. Bien sûr, puisque vous êtes en train de le faire, est-ce que Paul Biya, il vous a dit qu'il est dans ces affaires et autres, ça avantage plutôt le parti au pouvoir et autres, au lieu de se focaliser sur ce qui est important pour les Camerounais. Moi, je ne pense pas que c'est le tribalisme qui soit important pour le Camerounais. Ce qui est important pour un Camerounais, c'est de se réveiller un matin et de voir que Yaoundé est propre, par exemple. Ça sera une fierté pour les Camerounais. Tout à fait. Parce que lorsque le Camerounais va se dire que le continent camerounais et autres, en fait, et que les Camerounais cessent de se lancer dans certaines revendications qui, parfois, n'ont pas un impact direct sur leur situation géographique. Je prends un exemple simple. Vous ne pouvez pas être un Bamileke, vous êtes né à Kiosi, vous avez grandi à Kiosi, vous êtes marié à Kiosi et autres, et vous venez quand même à la télé, vous dites qu'il faut qu'on parte bitumer, Baham et autres, en fait. Est-ce que vous êtes habitant de la ville de Baham? On doit développer une ville en fonction des difficultés des populations de ces villes-là. Ça, c'est clair. Et qu'on sorte des débats inutiles. Qu'on fasse un live pour dire qu'on a tout donné au Bamileke, on a fait, ça perd le temps. Puisqu'il y en a qui le disent aussi, on a tout donné au Bamileke et autres, en fait. Je ne sais pas s'ils sont allés dans la ville de Tchang, par exemple, pour voir comment là-bas, la seule route qui est bitumée, c'est le tronçon Tchang. Pour l'université. C'est le tronçon Tchang, voilà, en allant quand vous êtes dans la ville, il n'y a réellement pas de voie de circulation bitumée. Merci. Il y a des problèmes qui concernent tous les Camerounais. La vie chère, les problèmes de route, l'insalubrité et autres. Le tribalisme n'est pas important. Ça nous perd le temps. Est-ce que ce sont visiblement, je le harcèle, les attitudes qui caractérisent un homme d'État, un président de la République? Est-ce que vous pensez qu'avec ces scènes
les deux acteurs qui sont mis en exergue ici peuvent à l'avenir diriger le Cameroun? Diriger le Cameroun, oui, chacun d'eux en a la capacité. La mais capacité, les méthodes voilà. de conquête du pouvoir employées parfois par les deux camps sont, ma foi, condamnables. Je refuse de faire le procès du MRC en dédonnant son adversaire, le PCRN. Je le refuse catégoriquement. Les deux sont rentrés dans un jeu d'attaque et de défense qui, ma foi, n'aide pas beaucoup les indécis en ce moment au Cameroun. Parce que j'aime le dire, la grosse masse, la grande masse, celle qui peut faire basculer les choses, est essentiellement constituée d'au moins 5 millions d'indécis. C'est ces gens-là qu'il faut séduire. Une fois qu'on met en tête des indécis bamléqués que le côté de Cabral, Bassa ou Côtier, si vous voulez, être problématique et vice-versa, ça fait qu'eux-mêmes, ils rentrent tout de suite dans une sorte de clivage, dans une sorte de choix par filiation ou par repli identitaire, et ça pollue davantage la scène. Le Cameroun aujourd'hui a besoin d'un Camerounais fédérateur qui soit capable de faire l'unanimité tant chez les nordistes que chez les sudistes, de l'est à l'ouest. C'est ce Camerounais-là qu'il faut au Camerounais aujourd'hui. Quelqu'un qui soit capable de se mettre au centre comme un Camerounais et d'attirer à lui toutes les foules parce qu'il a un projet porteur, parce qu'il a un message d'unité nationale, parce que la scène politique aujourd'hui a été tellement tribalisée, romarique, qu'on ne s'en sortira pas. Quand on veut parler au nom des Bamlékés, c'est tout le problème. Et il veut victimiser les bourreaux. Peut-être nous-mêmes, après cette émission, il va nous blacklister. C'est de son plein droit. Mais je dis qu'on ne fait pas le procès de Maurice Kamto. Parce qu'il y a aussi Cabral Libi qui a une responsabilité dans ça. Tout à fait. Ces militants font preuve d'une violence verbale ou scripturale incroyable sur les réseaux sociaux. Et il doit pouvoir lui aussi les calmer. Qu'est-ce qui pète à l'origine? Mais c'est le contexte post-électoral 2018. Peut-être pré-électoral et post-électoral. Vous savez qu'avant les élections de 2018, de regretter mémoire de paix à son âme, Paul-Éric Kingué l'avait confessé. Il y avait carrément toute une usine qui devait, ou qui avait pour mission d'élever professeur Maurice Kamto, encore qu'il est déjà élevé, je ne sais pas exactement vers où on voulait encore l'élever, et de détruire tous les obstacles autour de lui. Il a confessé avant de mourir. Il était donc question d'écarter d'une manière ou d'une autre le jeune Cabral qui semblait émerger. À cette époque-là, Cabral était encore tout innocent, ça il faut le dire. Mais vraiment tout innocent, tout ignorant. Ils ont malheureusement bâti beaucoup de fakes autour de son nom. Entre autres, il est un pion du régime, c'est une chanson qui a été beaucoup chantée, au point où elle est devenue un dogme dans la tête de certains suiveurs de Maurice Kamto. Mais ce n'est pas vrai. Il y a également on l'a traité d'escroc, de voleur, on l'a même appelé coigne. À l'époque, il ne pensait pas que c'était utile de répondre. Erreur grave. Quand il a commencé à répondre à cette attaque par ses proches, la réponse a été tellement sanglante et violente qu'elle a dominé toutes les attaques et s'est positionnée au-dessus. L'autre côté a commencé à réagir. Et donc, hier, la victime est devenue bourreau. Parce que le PCRN a une milice cybernétique violente et incroyable. Mais elle a bel et bien été créée en réponse aux attaques du MRC. Aujourd'hui, les cas du MRC et affidés disent répondre aux attaques du PCRN. Vous voyez donc que la victime d'hier est devenue un bourreau. Ayant appris de 2018, elle s'est préparée pour 2025 et ça va aller grandissant ces mouvements ou ces humeurs de haine entre Camerounais. Et il faut qu'on trouve des moyens d'assainir la scène politique. Pour sortir justement de ce trouble-là, de ce jeu très cassable, vous l'avez si bien dit en langage scientifique, on trouve l'occasion d'assainir l'écosystème, le milieu politique. Au Cameroun, il va emmener en quelques lignes avec vous le fait d'actualité qui vous a marqué ce matin. Justement, ce matin, je reviens encore sur cette actualité relative avec ce qui se passe du côté de Cotin. Vous savez qu'il y a des résolutions qui ont été prises de ce côté-là, notamment l'augmentation des heures de travail des responsables de ces plantations-là dans cette partie du Cameroun. Il y a que désormais, les heures de travail ont été augmentées de 5 francs CFA l'heure. Et il faut dire que les véritables protagonistes, les vrais
les acteurs même de la grève n'ont pas été consultés pour l'échange qui a été fait. On se demande bien, est-ce que 2008, on n'est pas en train de faire la propagande de la violence, mais aujourd'hui on profite pour se demander, est-ce que les émeutes de 2008 ont servi de leçon au gouvernement camerounais? Je le harcèle. L'actualité, certainement, vous la connaissez. Après les troubles en Cotin, le gouvernement qui, à travers justement le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a trouvé judicieux de procéder à l'augmentation des heures de travail de chaque employé gréviste de ce côté. Et donc, dorénavant, une heure supplémentaire, je veux dire une heure de travail est l'équivalent de 5 francs CFA. Donc, 5 francs CFA pour une heure. Vous travaillez 10 heures de travail, vous avez droit à 50 francs CFA de plus dans votre salaire. N'est-ce pas là une sorte d'insulte, de mépris? Ce n'est pas une Non, si mauvaise blague? Si c'est avéré, je vous fais d'ailleurs confiance là-dessus, c'est une violation grave du droit de Finalement, travail. vous émettez des réserves sur toute actualité ce il y a matin? Non, parce que je pense que, justement, même quand il y a des notes aujourd'hui, je deviens prudent. Tout est devenu si manipulable au Cameroun, à un point où si je n'ai pas reçu ça, si je suis pas allé tout à fait. Après, on vient nier ça, vous voyez que tout est compliqué. C'est vrai, aujourd'hui. Julien a raison aussi. Tout est compliqué. Si je pouvais d'ailleurs aller au bureau du ministre même, ou de celui qui a signé ça, non, c'est incroyable. Je vous dis que humainement, ça ne peut pas tenir. Donc, je ne vois pas comment un humain peut se lever et dire Vous que... ne croyez pas qu'on peut procéder à l'augmentation de 5 francs? Non, un humain ne peut pas faire ça. Ce sont des monstres qui ont Je vous rédigé dis ça. qu'un humain ne peut pas le faire. Mais la note est signée. Vous ne comprenez pas que j'ai le droit de me méfier de cette note-là. Un humain ne peut pas faire ça, Romaric. Une heure de travail rémunérée, une heure supplémentaire. Les heures Non, pas une heure supplémentaire. Je dis bien, désormais, on facture l'heure de travail à 5 francs. Ce sont des heures supplémentaires. Justement, 5 francs. Ça ne tient pas. Je vous dis que humainement, ça ne tient pas. Ça veut dire que si vous donc travaillez... c'est vrai que si à l'époque, une heure c'était 10 francs, maintenant c'est 15 francs l'heure chez eux. Voilà, c'est C'est ça. ça en fait. Mais ok. Donc, il y en a qui touchaient Donc, par ce exemple qu'on veut dire, 50 c'est 000 que si on facturait l'heure à 10 francs, 3 000, à 3 000. oui, par exemple. Maintenant c'est 3 500 désormais, francs. ça devient 3 3 500 500 francs. Ah, d'accord. Ils ont ajouté 5 francs. C'est ce que Justement. je suis en train de vous dire. Mais jusque là, je vous dis que c'est humainement impossible. Mais comment ça, c'est humainement impossible? C'est un ajout. Vous gagnez 10 000 francs l'heure. Aujourd'hui, on vous fait gagner 10 500 francs. 10 500 francs. Voilà. Ok. Je maintiens encore ma position. Un humain ne peut pas faire ça. Ils sont inhumains, c'est ce que vous voulez nous dire? Ceux qui ont pris cette note, que vous, les bons journalistes que je vous sais, semblez authentifier. Vous ne l'êtes pas? Je veux vous dire que si vous me dites que c'est vraiment ça, je conclus immédiatement qu'ils ne peuvent pas être Qu'est-ce que des vous vous humains. dites? Qu'est-ce que vous vous dites? Je maintiens qu'un humain ne peut pas signer une note pareille. Romaric, mais comment après des grèves qui ont fait des blessés graves et où on soupçonnait même des morts, Il y a eu des pertes dans voilà, les bien sûr. voilà. Et que dans la résolution, quand vous dites que désormais, comme vous avez trop parlé, vous avez bavardé là, nous on a pris des résolutions de manière à calmer tout le monde. Voilà. Désormais, sur chaque heure, on ajoute 5 francs. Mais ça Et vous voulez me dire que ça peut ça également, émane d'une action ça peut humaine? également coûter sur le plan justement de la trésorerie camerounaise. Lorsqu'on regarde le nombre d'employés dans la sucrière Sosucam est d'un une Cotin. entreprise qui fait du chiffre. Et donc, ça ne devrait en aucun cas peser sur... C'est pas une l'État entreprise du Cameroun, camerounaise. sur une cascade. C'est pas une Mais entreprise. je dis que c'est une entreprise. Limitons-nous à ça. Qui fait du chiffre, qui fait des produits et qui les importe. Et donc, qui fait du bénéfice. Il est donc impossible, en pensant qu'on dise que ça a un impact sur le trésor camerounais. Ça n'a pas de sens. Non, c'est une entreprise qui a sa charge, sa masse salariale, qui après ses ventes dégage des salaires. Donc rien à voir avec la trésorerie du Cameroun, non, qu'on laisse. Maintenant, je te dis encore qu'un humain ne peut pas, à l'issue d'une grève qui aurait fait des morts, vous dire que chaque heure supplémentaire, on vous ajoute 5 francs. Il faut bien qu'on soit d'accord. Une journée de travail normalement à 8 heures. Une journée de travail, pour travailler si vous voulez, 8 heures. Quand vous faites 5 francs fois 8, ça donne une augmentation journalière, si mes souvenirs, mes calculs sont bons, de 40 francs. Tout à fait.
Sur 10 jours, vous gagnez 400 francs. Tout à fait. Sur 10 autres jours, vous gagnez 400 francs, vous êtes passé Donc, à 1100. 1100. Donc, vous êtes à 1600. 1600 le mois. 1600 d'augmentation le mois pour une grève qui a fait autant de blessés et certainement des morts. Vous semblez, On vous augmente. vous pensez que 1600 francs mensuels, c'est petit? Non, non, je veux bien croire que vous posez cette question juste pour animer. Non, la galerie. je vous pose une question sincère. On a augmenté 5 000 francs aux fonctionnaires d'État du Cameroun il y a quelques temps seulement sur leur salaire mensuel. Lorsque vous faites les 5 000 francs en divisant justement, quand vous êtes un expert en matière de calcul, vous constaterez que certainement c'est une augmentation de près de 100 francs ou moins de 100 francs par heure, Julio Arcel. J'oublie juste en ce moment, et c'est bien dommage, son prénom est toujours dans ma tête, mais là tout à coup je l'oublie, c'est le prénom de votre fils. Je l'ai oublié. Je vous aurais posé une question en le mentionnant pour que vous compreniez la gravité. Mais choisissez un nom de votre choix. J'oublie son prénom, mais ça va me revenir avant la fin de l'émission. Prenez un nom, Alors, prenez Axel, prenez... Non, vous ne seriez pas autant interpellé directement. Et c'est ça, justement, la force de la communication. Donc, vous êtes interpellé directement. Vous comprenez la gravité de la situation. Oh, j'oublie son prénom, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais m'en souvenir avant la fin de l'émission. Il s'appelle James. Non, il ne s'appelle pas James. Il s'appelle pas James. Alors, Omaric, que valent 1000 francs CFA ou 1400, 1600 francs CFA dans le goûter de votre garçon le matin? C'est-à-dire, vous venez vous plaindre dans l'entreprise que vous ne vous assortez pas avec des enfants à la maison, avec votre enfant qui consomme énormément en termes de lait, et que le patron vous dise, je vous ai compris. Je vais arranger ça tout de suite. Et qu'à la fin du mois, vous réalisez qu'il vous a augmenté 1600. Quelle sera votre réaction? Vous diriez comme moi qu'il n'est pas humain. Donc je reste convaincu que ceux qui ont pris cette décision ne peuvent pas être des humains. C'est ma position. D'accord. Ce n'est pas humain. Il y a violation grave de l'humanisme. Il y a violation grave de l'humanité même tout entière. L'humanité commande qu'on reste quand même, qu'on demeure dans une certaine, j'aime dire, élégance, dans une certaine droiture. Si vous ne pouvez pas augmenter des salaires, ne les augmentez pas. N'allez pas vous moquer des chefs de famille, des personnes qui se battent au quotidien comme des animaux. N'allez pas vous moquer de ces personnes-là. Une augmentation de 1600 francs CFA le mois, mon bon Dieu. Non, Romaric, il faut qu'on cesse. Voilà, Yvan Méni, pour sortir de cette actualité, est-ce que les populations ont boudé face à cette augmentation? C'est peut-être la première question. Est-ce que les travailleurs ont boudé face à cette augmentation? Et est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un mépris visiblement manifesté vis-à-vis justement de ces personnes qui font des efforts quotidiens pour que la sucrière du Cameroun puisse avoir tout son sens? Il faut dire que même si c'est vrai que la calmie est désormais arrivée du côté de Koteng aussi de Banjok, il n'y a réellement plus de problèmes, du moins comparé à ce qui se passait précédemment dans les autres semaines. Mais sauf qu'il faut dire que le problème n'a pas été résolu à la racine. Et l'augmentation même des 5 francs, effectivement, c'est parce qu'ils n'ont pas consulté les protagonistes même de cette grève, en fait. C'est un peu comme s'il y a un problème, par exemple, au quartier Ala. Nous autres qui venons juste à Ala pour travailler, on vient, on dit que bon, ils sont quand même ici depuis, on vient nous voir, nous on parle au nom des populations d'Ala. Le lendemain, ils viennent nous dire que ben, nous sommes les autochtones du quartier. Vous partez là-bas parler, pourtant on a tel problème. Et c'est ça le véritable souci. Parce que si le gouvernement et également l'entreprise Sociocam s'asseyaient avec les protagonistes même qui étaient au cœur de cette revendication sociale, encore que la grève, c'est un droit au Cameroun, vous avez le droit de gréver, c'est normal, puisque vous travaillez et on doit vous payer. Si ils avaient consulté les vrais protagonistes, on ne devrait pas en arriver à ce stade-là. Moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est que 2025, nous ne sommes qu'en février, mais il y a déjà une succession de violences, une succession de grèves. Vous voyez à Bafoussam, à l'hôpital régional de Bafoussam, il y a eu grève, à côté également, il y a eu grève, dans le septentrion, il y a eu des tensions. Vous allez également du côté de la ville de Douala, il y a eu des tensions dans les marchés et autres. Vous allez même à Mokolo, au marché Mokolo, à côté de nous, il y a eu des tensions et autres. Ce qui nous inquiète, c'est que le gouvernement, jusqu'ici, ne prend pas des mesures concrètes pour vraiment éradiquer la situation. On a tendance à croire que ce n'est pas une priorité pour le gouvernement. C'est beaucoup plus à ce niveau-là que moi je suis inquiet en fait. Qu'il y a des violences où il y a des Camerounais qui ont perdu leur vie, mais qu'on ne prenne pas des mesures vraiment concrètes, palliatives, pour résoudre le problème. Parce que même quand vous êtes revenu pour parler de l'augmentation du salaire de ces fonctionnaires,
ça n'a pas résolu également le problème. Si ça résolvait le problème, on ne devrait pas venir quand même le lendemain pour nous dire que au niveau du ministère des enseignements secondaires, actuellement, il y a près de 3000 enseignants qui sont absents à leur poste. Et lorsque vous dialoguez avec la quasi-totalité de ces personnels, en gros, c'est parce que les revendications ne sont pas prises en compte. Il y a le CECA même aussi qui annonce encore les grèves dans les prochains jours. Donc nous sommes en février et lorsque vous totalisez le nombre de grèves qui sont annoncées dans plusieurs secteurs au Cameroun, ça s'apparente au moins à 8 grèves qui sont annoncées. Et vous avez un gouvernement qui ne prend pas de mesures concrètes. Après on viendra dire qu'on a augmenté 2 000 francs CFA ou 5 000 francs CFA. Et c'est exactement comme je viens de le dire sur la table. Si vous prenez par exemple la ration alimentaire d'un enfant chaque jour à la maison, ou même de votre petit frère, parce que lorsque vous vivez déjà avec, lorsque vous avez déjà certaines personnes sur votre responsabilité, il y a des obligations pour vous qui ne sont plus temporaires. L'enfant doit manger chaque jour. L'enfant doit boire le lait tous les jours. Bon, quand on augmenter 5 francs sur vos heures de travail, qu'est-ce que ça représente? Je pense que c'est même une attaque à la dignité humaine même. C'est même le mot qu'il faut même dire ce matin. C'est une attaque à la dignité humaine. Et on a très peur de ce qui pourrait arriver dans les prochains jours. Alors, il faut quand même le dire, hein, Julio, il y a cette actualité brûlante du côté des Kounou au commissariat central numéro 4, avec la présentation à la presse de Dame Véronique Bikoué, celle qui a visiblement pissé dans la marmite d'Okok. Elle a désacralisé ce plat, pourtant tant apprécié et aimé par plusieurs Camerounais. Le comble est que pour renchérir justement ce menu du jour avec ses urines, Julio Arcel, elle a fait des derniers coups de twerk en avant pour justement voilà nos équipes qui sont donc sur le terrain pour immortaliser. Voilà, Harry Matip à l'image justement, voilà, pour immortaliser cette importante présentation de cette dame à la presse camerounaise. Et puis il y aura la reconstitution des faits qui aura lieu effectivement en Vogada dans les toutes prochaines heures. Julio Arcel Diop, comment vous concevez, est-ce que vous mangez encore le coq? Je dois dire que c'est une situation justement à double variable, parce que dans la première, elle cause un énorme manque à gagner à toutes ces personnes qui nourrissaient leur famille en vendant ce qu'on appelle communément au Cameroun le coq. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que des Camerounais qui ne sont pas dans les dispositions de consommer ce repas-là à cause de l'image que cette dame a laissée dans notre subconscient et même dans notre conscience. À côté de cela, il y a un problème de santé publique. Vous finissez de faire un repas à usage commercial, vous vous courbez et vous faites pipi à l'intérieur. Il faut avoir des prédispositions à la folie ou à autre chose pour se prêter à ce jeu-là. J'entends dire que mais ici et là, c'était des conditions que lui aurait imposées un certain marabout, mais je me dis, c'est tout le problème. Comment on peut solliciter le diable pour rester vendeuse de coq? Mais lorsque vous voulez vendre votre diable, votre âme au diable, demandez-lui mieux. Vous partez dans des conditions compliquées pour rester vendre les mêmes choses qui vous maintiennent dans la misère. Mais si je devais signer un pacte avec le diable aujourd'hui, il faut que je lui vende ces caméras. Je lui demanderais en lieu et place que, comme les autres marchent, c'est-à-dire vous marchez, vous flottez au sol, moi qu'il me fasse flotter. C'est le type de revendication que j'aurais. Je ne sais pas comment les gens sont minables. On dit, ok, parce que très souvent, on ne justifie pas des pratiques relevant du métaphysique. Tout à fait. Un marabout lui aurait dit, si vous faites pipi, ou lui aurait dit, si tu fais pipi dans ta marmite de nourriture, tu auras plus de clients. Alors, elle se met à faire pipi dans sa marmite de nourriture pour avoir plus de clients. Mais restant dans la même souffrance. Tu t'exposes de la même manière au feu tous les jours. C'est quand même tu t'exposes, mais je ne sais pas. Quel est ce pays où les gens ne sont même pas ambitieux? Si vous essayez de faire mal les choses, mais faites-les suffisamment mal pour qu'on sente que vous êtes passé par là en faisant du mal. Si vous devez vendre votre âme au diable, mais proposez d'exiger des conditions un peu au-dessus de la norme et de la mêlée, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc il y a un problème de stupidité, mais exacerbé, qui est mis ici en lumière. Il y a un problème de santé publique, parce qu'en faisant pipi dans cette nourriture que les gens mangent tous les jours, et c'est clair qu'elle le faisait tous les jours, encore et encore et encore. Et tu restes toujours médiocre. Et vous restez médiocre dans votre même condition, dans un même habitat délabré, et tout ça. Mais je ne comprends pas. Et pour finir, il y a quel tue d'autres familles, des femmes qui vivaient du commerce de ce repas-là, qui aujourd'hui n'ont plus de clients pour la simple raison que quand vous voyez aujourd'hui le coq, vous ne voyez que l'image de cette femme qui pisse dans la main.
Et c'est tout le problème. Même les vendeuses, justement, de ces feuilles-là, dans le marché, sont ça devient compliqué. Tout le monde est en difficulté. Personne n'en veut plus, personne n'achète plus. Peut-être dans les usages, à usage domestique, à la maison. Parce qu'une dame est allée faire les touettes dans les marmites. C'est incroyable, Romaric. Elle prend la peine de mieux se filmer. Non seulement elle nous montre ses parties intimes, en faisant la conscience de la scène, je ne sais pas si elle va se déshabiller pour nous reproduire la même scène. Non, il faut qu'elle le fasse. Donc, vous voyez que c'est très compliqué. C'est ça la reconstitution des faits. Je vous dis que lorsque vous voulez pactiser avec le diable, mais bon sang, donner de la valeur à votre âme. Si je devais le faire, je demanderais en retour de ce qu'il me demande, mon âme, de me faire flotter pendant que les autres marchent et piétinent la terre. C'est pas possible. Voilà. Je pense que la reconstitution des faits, comme je l'ai dit, aura lieu tout à l'heure. Hein, et comme il s'agit de la reconstitution des faits, il faut que la même danse à laquelle on a assisté justement dans certaines vidéos, que cette danse soit reproduite au même endroit et de la même manière. C'est très important de le dire ainsi. C'est quand même assez bizarre, Yvan Ameni. Une jeune dame, au lieu de se battre naturellement, je le disais, quand vous voulez même vendre votre âme au diable, faites-le suffisamment bien, de telle enseigne qu'on puisse vous retrouver à la même position, à la même case de départ. Vous ne pouvez pas faire de telles pratiques, rester dans la même misère, la même médiocrité, le même espace de vie. Rien ne change visiblement dans votre vie. C'est une preuve d'idiotie. Les Saintes Écritures disent qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. C'est les Saintes Écritures qui le disent. Ce n'est pas moi qui le dis en fait. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Et les Saintes Écritures vont encore loin pour le dire. Lorsqu'on est majeur, il y a la voix de Dieu, il y a la voix du monde. La voix de Dieu, c'est la vie, ce qui est préconisé par les Saintes Écritures. Il y a maintenant la voix du monde. Dans la voix du monde, vous pouvez coucher avec un animal, vous pouvez coucher avec une pierre, vous pouvez coucher avec même de la nourriture. Sauf que, au milieu, il y a ce qu'on appelle assumer. Donc moi, je pense que nous sommes dans une société où malheureusement, les gens n'assument pas de leurs actes. C'est ça qui m'inquiète. On n'a aucun problème à ce que, puisque vous êtes majeur, vous pouvez vous lever le matin, puisque vous voulez prendre le porte-monnaie magique et autres en fait. Pourquoi quand il faut assumer, on doit même médiatiser en fait. C'est là où moi ça m'inquiète. On doit médiatiser. Pourtant, on a les Camerounais qui nous font le made in Cameroun et autres, qui ne sont jamais passés à la télé. Mais les gens font les affres et autres. Vous avez vu la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. On dirait que c'était un peu comme lorsqu'on convoque le corps électoral. Il y a souvent les médias et autres. Vous voyez, il y a au moins 400 caméras pour aller filmer. Pourtant, il y a mieux à présenter aux populations camerounaises que ça. C'est ça qui nous inquiète en fait dans la société camerounaise. Dans la vie, on est libre également de faire ses choix. Sauf qu'il faut assumer. Et nous sommes dans une société où malheureusement, il n'y a pas beaucoup de... On n'assume malheureusement pas. Et moi, ce qui m'inquiète en fait, c'est que ça est dans un contexte où ça présente également aussi la différence du gouvernement. Pourquoi je le dis? Le gouvernement camerounais a aussi une responsabilité dans ce qui se passe. Parce que le même gouvernement a abandonné le secteur informel. C'est clair. Dans un pays où le secteur informel est abandonné, ce n'est que normal qu'une femme pisse dans le corps. Parce que ce n'est pas encadré. C'est choquant à le dire, mais c'est la vérité. Dans un pays où le secteur informel n'est pas encadré, ce n'est que normal que le vendeur de soya prépare le piment dimanche et il chauffe ce même piment jusqu'à dimanche prochain et il commercialise aux populations camerounaises. Dans un pays où le secteur informel n'est pas encadré, ce n'est que normal qu'on vienne vous dire qu'on a vu les garnitures dans la bouillie et autres en fait. À ce niveau aussi, les municipalités sont interpellées. Qu'est-ce que les maires font pour vérifier la qualité des aliments qui est proposé dans leur municipalité? C'est clair que le citoyen a le droit d'être informé de ce qu'il consomme, mais c'est maintenant au gouvernement camerounais, aux municipalités également, aux collectivités territoriales décentralisées, de trouver un climat serein pour permettre à ce que la qualité des produits qui sont commercialisés n'entrave pas sur le quotidien des populations camerounaises. C'est ça. On fait les descentes combien de fois par an au Cameroun? Est-ce qu'on contrôle les tournes d'eau? Encore qu'il y a les tournes d'eau partout dans les carrefours au Cameroun. Allez même en pleine pause centrale. Lorsque vous êtes derrière la pause centrale, il y a les tournes d'eau. Allez à Essos, il y a les tournes d'eau. Allez à Ifulan, il y a les tournes d'eau. Allez à Bonas, il y a les tournes d'eau. Qui contrôle la qualité des aliments qui est commercialisé à ce niveau? Oh, c'est une obligation régalienne pour les membres, pour le gouvernement camerounais. C'est une obligation également pour les mairies de contrôler la qualité des aliments qui est proposé aux consommateurs camerounais. Mais c'est abandonné, le secteur informel est abandonné au Cameroun. Il n'est pas encadré, on ne sait pas quelle est la législation qui les encadre, on ne sait même pas sur quelle base
on se focalise pour ouvrir un BHB. On ne sait pas, vous revenez ce même matin, vous voyez le BHB au quartier, les gens s'alignent et on commence à manger en fait. C'est ce qui se passe en Bokada. Également, c'est la conséquence du sous-développement, c'est la conséquence de la malgouvernance et c'est aussi la conséquence de la vie facile. Puisqu'une femme ne peut pas uriner dans un corps pour rien, c'est qu'elle était à la recherche de quelque chose et elle le faisait depuis des années. Et quand elle termine, elle twerk à la fin pour laisser les dernières gouttes davantage, n'est-ce pas, amplifier. Je ne sais pas quel goût cette mamie de coca avait. De toutes les façons, la régie nous signale qu'il est exactement 11 h dans ce studio. On va prendre la publicité. On se retrouve juste derrière. Bureautique, infographie, e-commerce, montage, finance, informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population d'Edea, de Dizangué, de Puma, de la Dibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngouaïmassa, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse. Le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together Weekend, Charity and Love. Retour sur le plateau d'Horizon Midi, cette fois-ci dans le cadre de cette rubrique On en parle. On parle justement de la sortie inquiétante du ministre de l'administration territoriale. C'était à Koussery, on l'a bien vu donner instruction à une jeune dame. Faites très attention, gardez bien votre argent parce que le dehors est très mauvais. Yvan Abeni, vous avez justement surfé sur ce prétexte-là pour nous conduire dans le cadre de On en parle, dans le cadre de cette émission. Il faut dire que c'est une sortie suffisamment inquiétante pour l'avenir même du Cameroun, parce que nous sommes en février 2025, quelques mois après la conférence semestrielle des gouverneurs de région qui tablait également sur les questions sécuritaires au Cameroun. Il faut dire que la sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, arrive au lendemain des inondations perpétrées du côté de la région de l'extrême nord Cameroun qui avait décimé les plantations de plusieurs riziculteurs. Quelques mois après, ils ont été indemnisés, sauf qu'au cours de l'opération d'indemnisation de ces agriculteurs, il n'y a que le MINAT a eu à préciser à une dame, à une femme qui récupérait sa part d'indemnité. Il disait ceci: il faut faire attention, il faut bien garder l'argent parce que le dehors est mauvais. En fait, ce qui nous inquiète, c'est que vous êtes censé garantir la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur du territoire camerounais, mais que vous soyez quand même le premier à en être dépassé, ça inquiète quand même les Camerounais. Dans un contexte où les parricides, les homicides, les infanticides, donc, on ne peut plus faire un mois au Cameroun sans qu'on ne vous dise que tel est sorti de son lieu de service, là, il a été assassiné. Il n'est plus rentré. Il n'est plus rentré. Et pas plus tard qu'hier, pour chuter, il y a une Camerounaise qui a été assassinée du côté de la station Neptune, au niveau du quartier Foulane. Lorsque tu es à Foulane, au niveau du Club France, il y a une dame qui était là-bas, très connue au niveau de cette station-là, une pompiste à ce niveau-là. Tout à fait. Très connue. Elle a été assassinée par elle a été assassinée ces dans la bourreaux ville qui ont même d'ailleurs été interpellés de par Yaoundé. le gendarmerie. Donc ce matin, moi je sors en disant, est-ce que le MINAT est dépassé en fait? C'est la question que moi je me pose ce matin. Si le MINAT est dépassé, ça veut dire que nous sommes morts. C'est quoi cette chute-là, Yvan? Vous avez une vidéo où tout un MINAT vous dit que il faut faire attention. Le dehors est mauvais. Si vous dites que le MINAT dit que le dehors est mauvais, ça veut dire que nous sommes morts. Puisqu'il est censé veiller à notre sécurité en interne. Si déjà lui-même dit que le dehors est mauvais, on n'a plus lieu de marcher.
Réaction. Moi, j'en rigole juste parce que sur le même plateau aussi. Je vous avais dit il y a peut-être 3 mois aujourd'hui. Non, moi qu'on je est rigole, c'est mort. la chute d'Ivan qui Et est... je vous avais dit qu'on est mort depuis. Je vous avais dit ça. Donc si Yvan arrive à cette conclusion 3 mois plus tard, en émettant encore ainsi, je reste inquiet. On est mort depuis. Même quand vous êtes assis là, il faut douter de ce que vous vivez. Je vous assure, on est mort. Parce qu'on ne peut pas traiter les humains, les vivants comme nous sommes traités au Cameroun, c'est impossible. Je me dis que peut-être qu'on vit dans une réalité autre. Et que dans le vrai Cameroun, on est mort depuis dans la réalité, parce que ce n'est pas possible. Lorsque vous avez les garants de l'intégrité, les garants de la sécurité qui vous disent que la situation est trop grave et qu'il faut naturellement avoir peur, comme Yvan le dit, c'est qu'on est mort. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Nos dirigeants ne nous garantissent plus le minimum, c'est-à-dire cette petite sécurité des personnes, cette petite sécurité des biens, on ne les a plus, on n'a plus la sécurité. On ne sait plus à quel sens se vouer, Romaric. La criminalité, la délinquance sont grandissants dans nos villes. Qu'on le veut ou non, c'est une réalité. Aujourd'hui, le crime est en train d'être banalisé. On tue les gens avec une facilité incroyable. C'est-à-dire, un peu bon, vous dit que bon, tel a été agressé et puis il est mort. Il arrive même que vous écoutez les jeunes parler et ils ironisent même autour de la mort. L'autre dit que non, la mort là c'est une bonne mort. C'est une bonne mort. L'autre dit non, l'autre méritait de mourir avec une facilité incroyable. Alors, quelle société sommes-nous en train de bâtir? C'est une question que je me pose tous les jours, où la mort d'un individu, d'un être humain peut être autant banalisée. C'est-à-dire, on en parle avec tellement de facilité que je me dis, mais où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on aime encore des humains? Non, Romaric, la situation est grave. Je comprends de l'inquiétude d'Yvan. Quand il dit que si tout un minade peut nous dire d'avoir peur, c'est qu'on est mort. Donc, je me range entièrement derrière cette position. Si ceux qui sont censés nous garantir la sécurité ne peuvent pas le faire avec efficacité, il y a véritablement lieu de craindre pour notre avenir, pour notre futur, pour nos vies. Encore qu'on est dans une année extrêmement compliquée et particulière. Nous, les journalistes, surtout que nous exposons tous les jours, qui parlons à la télévision, qui critiquons le régime et tout le reste. Vous pouvez critiquer un régime et vous faites du tort à quelqu'un qui en bénéficie. Ce n'est même pas forcément les ponts du régime et autres. Vous voyez, les gens qui fonctionnent, qui vivent dans l'opulence derrière les petites faveurs obtenues de ce régime, vous commencez à critiquer un secteur qui les concerne et puis on vous met quelqu'un au dos, on vous tue comme un chien. C'est malheureusement que nous vivons aujourd'hui avec des autorités incapables de nous garantir cette paix-là. Peut-être qu'il faut qu'on songe à des mécanismes d'autodéfense. Yvan Mény, finalement, c'est pour nous dire que les réunions sectorielles ou bien les conférences annuelles organisées avec l'ensemble des gouverneurs des régions ne peuvent accoucher que d'une souris, puisque depuis des décennies aujourd'hui, rien ne change sur le terrain, les populations sont de plus en plus inquiètes, on ne va plus paisiblement à nos occupations. Quand tu vois une certaine heure, obligé de retourner à la maison pour toi-même faire preuve de souci de ta sécurité, est-ce que quand on assiste à des scènes plurielles comme celle-là, est-ce qu'il n'y a pas lieu effectivement d'affirmer que Paul Atangandi a échoué dans le cadre de ses missions? Il faut d'abord dire que ce qui est en train de se passer est suffisamment grave parce que Paul Atangandi également, il fait partie des ministres qui sont de plus en plus au cœur des grandes sorties. Donc si ce n'est pas dans la vidéo, c'est à travers certains communiqués qui parfois perturbent même le quotidien même de certains Camerounais. Ce qui nous inquiète en fait, c'est le contexte en fait. Nous sommes en février et en octobre, il y a l'élection présidentielle au Cameroun. Comment lui qui est censé être au devant de la scène peut se dire qu'en fait c'est le moment même de se rattraper, comme on dit souvent, de se rattraper pour davantage permettre aux populations camerounaises de vivre dans un climat serein. Pourquoi nous sommes arrivés à un stade où on ne peut plus manipuler un téléphone dans un taxi? Donc les Camerounais n'ont pas le droit de manipuler un téléphone dans un taxi. Vous pouvez avoir un coup de fil urgent et quand vous appelez et que vous soyez dans le taxi et que vous répondez sans que ça n'émeuve personne, que ça ne fasse pas de problème. Vous pouvez avoir un problème et quand vous appelez dans un marché et que vous décrochez votre téléphone sans problème. Est-ce qu'au marché Nkouloulou aujourd'hui à Douala, est-ce qu'au marché central de Yaoundé, vous pouvez sortir votre téléphone pour manipuler Romaric Noir? C'est impossible. Je pense que c'est à ce niveau que le ministre... Lorsque vous êtes en van à Mokolo et autres, je vous assure, il est difficile de manipuler un téléphone. Voilà. Et c'est la société dans laquelle nous sommes plongés actuellement. Comment comprendre que tout un minat fasse une sortie
aussi inquiétante. C'est ça qui de plus en plus perturbe le quotidien des populations camerounaises. Le même Minat qui vous a dit interdiction de la commercialisation de la chicha et autres. Son homologue du ministère de la Santé l'a accompagné dans la mesure. Après, il a fait le communiqué pour dire que son homologue n'a pas le droit de le faire. Donc, on est finalement dans un café on n'arrive même plus à comprendre. On ne sait plus exactement à quel son se vouer. Moi, je pense que la sortie du Minat, c'est suffisamment. Ça ne vient pas pour résoudre la situation. Plutôt, ça vient même pour inquiéter même les populations camerounaises. Merci beaucoup, Yvan Béni. Qu'est-ce qu'on peut préconiser comme solution pour sortir justement de cette auberge-là? Des gouvernants qui visiblement semblent s'inscrire dans les rangs des petits gesticulateurs qui font des sorties pour laisser croire qu'effectivement il y a... Mais au fond de leur âme, ils sont conscients que les choses ne marchent pas, rien ne va de l'avant. Ils sont conscients qu'effectivement, peu importe les choses que nous faisons au quotidien, il y a que l'insécurité bat toujours son plein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ces cacards-là? Il faut d'abord dire que lorsqu'on fait une analyse froide, révoquer tout le monde, on se rend compte que même pas révoquer, s'il faut changer tout ce... Le gouvernement Dion Guité, c'est un gouvernement qui... laxiste. Bon, même pas que laxiste, donc c'est un gouvernement du dépassement. Nous sommes dépassés en fait. Pourquoi nous disons que nous sommes dépassés? Vous avez un ministère du commerce qui fait des sorties chaque jour, qui lui-même vient se contredire dans ses communiqués. Vous avez un Minat qui prend certaines mesures, mais on ne voit pas également les mesures d'implémentation. On nous a tout simplement dit qu'à partir du 24, les églises dites de réveil doivent plier bagages. C'est ce qu'il a dit, ils doivent plier bagages. Depuis là, sur le terrain, on ne voit pas une mission du Minat aller contrôler ces églises dites de réveil. Pourtant, on voit comment ces églises de réveil émergent, fonctionnent toujours sans problème. On se demande bien si à partir du 24, février prochain, il y aura réellement plus de problèmes à ce niveau avec ces églises. Vous avez maintenant un Minat qui vient s'attaquer maintenant au volet sécuritaire pour dire à cette dame-là, faites attention, le Dieu est mauvais. On a envie de se demander quel est le message qu'il veut passer aux populations camerounaises. Je le reprécise encore, le gouvernement Dion Guité, depuis que nous vivons au Cameroun, depuis que Paul Biya a pris le pouvoir, c'est un gouvernement qui de plus en plus nous inquiète. Pourquoi? Parce que si vous asseyez à faire les bilans de ces membres du gouvernement-là qui sont arrivés, lorsque depuis que Dion Guité a été placé à la tête de la primature, je vous assure, en fait, si vous voulez faire le bilan de Ketia Koutez, le bilan de Paul Atangandji, le bilan de Manaouda Malachi, encore comme lui Malachi, il vous dit carrément que les plateaux techniques qui sont aux États-Unis n'ont rien à envier aux plateaux techniques qui sont au Cameroun. On vous a compris. Vous avez un ministre du Commerce. On vous a compris. On vous a compris. Bon, sauf qu'en même temps, la sortie, pour chuter, la sortie de Paul Atangandji revient également la sortie du ministre du Commerce, Luc Magua Magatangana, qui a dit qu'en 2025, les Camerounais n'auront plus faim. Donc en 2024, les Camerounais avaient faim. On vous a compris, hein. Vous êtes d'ailleurs un habitué de ces grands débats. On vous a aperçu justement échanger avec le docteur Blaise Moussa dans un forum, justement pour lui poser des questions autour de sa gestion calamiteuse de l'eau potable au Cameroun, de la Camboateur. De toutes les façons, c'était juste pour témoigner à suffire hein, de votre présence justement dans ces sujets qui touchent véritablement le quotidien de ces Camerounais. Je vais Axel Diop, peut-être pas avec vous, pour demander qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de l'auberge. On sait, ce sont des problèmes systémiques. Il faut tout simplement, il faut tout changer en octobre 2025. Vous allez donc permettre qu'on aille du côté de la région. On va prendre une légère transition. Et puis avec vous, aux commandes, on ira justement en République démocratique du Congo hein, pour dire à quel point le conflit est donc lié aux minerais du sous-sol congolais. C'est une actualité assez importante dans le cadre justement de cette autre sortie de la semaine d'Horizon Midi. Le contexte et le prétexte est bien connu. La guerre ou alors cette cacophonie qui existe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo depuis quelque temps aujourd'hui.
Julio Arceljob, nous sommes justement à bord de votre Boeing et vous nous conduisez pour la République démocratique du Congo. Oui, Romaric, je vous fais remarquer que depuis quelques jours, nous naviguons entre la République démocratique du Congo et la Russie. C'est d'ailleurs, selon nous, les deux conflits qui intéressent la communauté internationale et qui devraient intéresser la communauté internationale au même titre. Un citoyen ukrainien vaut un citoyen congolais et ainsi de suite. C'est pour ça que nous pour accordons Donald Trump, c'est possible. de manière équitable. Pour Donald Trump, c'est possible. Ça devrait l'être en tout cas. Pour la communauté internationale, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, il faut bien noter que le conflit en Ukraine n'est pas plus important que ce qui se vit actuellement dans l'Est du Congo. Et parlant de l'Est du Congo, Romaric, c'est depuis bientôt 30 ans que cette région du pays est théâtre des opérations militaires, parfois gouvernement rwandais, un conflit qui, malgré les tentatives de cesser le feu en plusieurs années, n'a toujours pas trouvé d'issue, un conflit qui perdure. 3 décennies que ça dure, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces affrontements-là? Le M23 pro-rwandais qui ne cesse d'avancer, de gagner des portions de terrain, le M23 qui contrôle aujourd'hui la plus grande mine d'exploitation du coltan, une matière exploitée par les industries de téléphonie mobile dans leurs condensateurs, une minerai assez riche qui est exportée frauduleusement vers le Rwanda voisin. Romaric, aujourd'hui, les chiffres sont connus. Un rapport de l'ONU a été assez clair là-dessus. Nous tentons d'expliquer de manière terre à terre dans cet autre numéro d'un tour dans le monde à ceux qui nous regardent ce qui peut justifier un conflit qui ne s'achève pas. Yvan Méni, finalement, quelle est la justification? Qu'est-ce qui peut, je vous relance avec la sortie de Julio, qu'est-ce qui peut justifier justement ce conflit à son inachèvement? Il dure quand même depuis des lustres aujourd'hui, le Rwanda et le Congo. Est-ce que finalement ce n'est que la ressource souterraine de la RDC Congo, de la RD Congo, qui intéresse le Rwanda? Est-ce qu'il n'y a qu'une question de minerais finalement dans le cadre de ce conflit? Pourquoi il ne s'estompe pas? Le conflit aussi ne s'estompe pas. Ça veut dire il ne s'estompe pas. Justement, Voilà. le conflit ne s'estompe pas parce que ceux-là qui sont les protagonistes ne veulent pas reconnaître qu'ils sont au cœur de ce qui se passe. Vous avez le chef de l'État du Rwanda, Paul Kagame, qui dit qu'il ne connaît pas ce qui se passe avec les affaires de M23 et autres. C'est ce qu'il dit devant les médias. Il dit carrément, il reste mordicus, il dit que le Rwanda n'a rien à y voir avec ce qui est en train de se passer de ce côté-là. C'est la même chose comme... Voilà, c'était lors d'un entretien avec nos confrères de Oui, BBC. et il le fait à plusieurs reprises. C'est la même chose pour faire le rapprochement avant d'aller plus loin pour expliquer. C'est la même chose comme ce qui s'est passé avec les débuts de la crise anglophone. Vous avez des Camerounais qui sont allés à Bamenda et à Buea, qui ont vécu des affres dans cette partie du Cameroun, qui viennent vous dire qu'il y a la crise anglophone, mais on vous dit que non, il faut dire que le problème anglophone, et les gens ne sont pas morts, il faut dire que le problème anglophone. C'est la même chose qui est en train de se passer. Tant que les protagonistes d'un problème, d'une crise, d'un conflit, ne reconnaissent pas d'abord qu'il y a problème, ça va vous payer. Et ne se reconnaissent pas comme partie prenante justement Bien à ce problème. sûr, puisque lorsqu'on parle par exemple de l'histoire même d'un pays, on dit qu'à tel niveau, on vous donne la vérité en fait. Et à un moment donné, pour changer les choses, il faudrait d'abord que le peuple se reconnaisse, que le peuple s'identifie également dans ce qui s'est passé. C'est ça le véritable problème en fait. Il y a que Paul Kagame également, il dit qu'il ne se reconnaît pas dans ces affaires-là, qu'il ne connaît même pas. Il dit qu'il ne connaît même pas ce qui se passe là-bas avec les affaires de M23. Et vous pensez que ce n'est pas honnête? Ça ne peut pas finir. On est pour la paix, mais sauf que pour qu'il y ait la paix, il faudrait que les protagonistes qui sont au cœur de ces violences-là reconnaissent d'abord qu'il y a violence et qu'ils s'asseyent et qu'ils trouvent maintenant un consensus. Mais si vous êtes chef de l'État et qu'il y a un problème auquel vous êtes cité, vous venez là nous faire des sorties comme le début de la crise anglophone, quand on nous a dit que le problème anglophone, qu'il ne faut plus dire que crise anglophone. Pourtant, les experts vous disent que lorsqu'il y a un conflit et qu'on parle de près de 1000 morts, on parle de crise. Tout à fait. Mais on vient quand même vous dire qu'il faut dire problème anglophone. Lui-même également, il va tomber dans ces balivernes-là. C'est ça le problème. Le problème qui se passe là-bas, c'est parce que les protagonistes ne veulent même pas d'abord reconnaître qu'il y a un problème. Et on joue en ping-pong et on tourne. Malheureusement, c'est nos frères africains qui continuent de mourir. Julio Arceljob, est-ce que vous croyez que seulement les ressources naturelles, juste les minéraux contenus dans le sous-sol congolais, est l'élément déclencheur et qui continue à permettre à ce que ce conflit puisse résister au temps? Lors de cet entretien avec BBC, on le disait sur ce plateau, Paul Kagame qui a clairement dit qu'il ne s'identifie pas et qu'il ne se reconnaît pas justement dans le cadre de cette litige qui oppose son pays et la République démocratique du Congo. Comment comprendre la persistance, l'insistance même
de cette guerre entre les deux pays? Alors, il faut noter qu'à ce niveau des conflits, à ce niveau du conflit, pour tout État, j'aime bien faire le parallèle entre la guerre russo-ukrainienne et ce conflit entre le M23 pro-rwandais, ou pro-rwanda, il faut le dire, et la République démocratique du Congo. J'aime beaucoup faire ce parallèle. Tout repose pour les États commanditaires sur le délit plausible. Le délit plausible consiste naturellement à nier ce qui est évident pour tout le monde. Si Paul Kagame traite le reste de la communauté internationale, le reste du monde d'aveugle, ben écoutez, il a le droit de le faire. Le Rwanda, jusqu'à ma connaissance, ne produit pas grand-chose en dehors des revenus issus du tourisme. On sait aujourd'hui que le M23, d'après le dernier rapport, d'ailleurs c'était connu bien avant, le dernier rapport produit par les experts de l'ONU, qu'il y a environ 120 tonnes de coltan qui partent du nord Kivu, de l'est de la RDC, tous les mois pour le Rwanda. Exportés à des sommes dérisoires. Dérisoires pour le Rwanda qui paye, mais énorme pour le M23 qui a d'ailleurs installé une administration parallèle dans l'est du Congo. Aujourd'hui, c'est le M23 qui délivre les permis d'exploitation des minéraux dans l'est du Congo. Preuve qu'on la difficulté. Ils ont d'ailleurs aujourd'hui pris le contrôle, depuis le 30 avril, si mes souvenirs sont très bons, de la plus grande mine de coltan de ce pays-là. Environ 15% de la réserve mondiale de cette matière. Je rappelle que c'est la matière la plus importante dans la fabrication des téléphones et des ordinateurs. Tout à fait. Ils exportent 120 000 tonnes chaque mois pour un montant de 800 000 euros. Ça veut dire un peu moins d'un demi-milliard, 500 millions de francs CFA. C'est vrai que pour un petit groupe armé, c'est énorme comme argent. Pourquoi Kagame, qui doit certainement en tirer au moins le 10 fois plus dans ses exportations vers l'étranger, le président Tshisekedi demande quelque chose de très simple. Il demande simplement à l'ONU d'imposer un embargo sur tout ce qui est marqué coltan venant du Rwanda, ce qui est d'ailleurs la solution à cette crise actuelle. C'est vrai qu'on dit, c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, ils trouveront toujours... Les Nations Unies peuvent le faire quand ils ressentent également leur intérêt. Ce que les Nations Unies devraient faire au moins à court terme pour montrer sa sympathie, au mépris son respect de la vie du peuple congolais. C'est le strict minimum qu'ils devraient faire. Imposer un embargo sur les produits venant du Rwanda, ou du moins sur ne serait-ce que le coltan. Ce n'est pas la seule matière qu'on extrait du sous-sol congolais. Mais on a pris la plus évidente. Je vous dis que la mine, le champ minier de Rubaya, représente 15% des réserves mondiales, mon Dieu. C'est le M23 qui la contrôle, cette mine-là. Vous voyez la gravité. Un groupe armé terroriste, soutenu par un pays voisin, qui n'a rien, au vu au sud de tout le monde, mais dont le simple principe de défense sur le déni plausible. Non, Romari, il y a une situation grave. Dans l'est du Congo, n'arrêtons pas de parler de ça. Sur les plateaux de télévision, faisons chacun de son mieux pour que finalement la communauté internationale se sente sous pression. Alors, et cet embargo que demande Félix Tshisekedi, est-ce que vous croyez effectivement que les Nations Unies vont déposer leur accord de principe? Elles devraient, mais le problème, c'est est-ce qu'au mépris des intérêts, au mépris de leurs intérêts, il y a les intérêts des groupes de pression qui sont en jeu, qui sont mis en cause. Je peux comprendre parfaitement ça en tant qu'analyste de la scène internationale. Je connais très bien qu'il y a des groupes de pression assez forts. Je sais qu'il y a des géants mondiaux de l'industrie. Et vous savez que Apple a été régulièrement cité. Et d'ailleurs, c'est l'une des bêtes noires de Tshisekedi. Il n'aime pas entendre parler de Félix Antoine. De Apple. C'est vrai. Il a intenté plusieurs procès à Apple parce que c'est Apple qui, quelque part, est aussi derrière cette demande forte de la matière, cette matière-là qu'on appelle coltan congolais. Donc, Romaric, je comprends votre questionnement. Je comprends que vous craignez des groupes de pression qui sont faits essentiellement des États étrangers et des multinationales assez puissantes qui imposent encore leurs lois en Afrique. Mais je dis que ne serait-ce que pour le respect de la dignité humaine, le respect de la vie humaine, les États-Unis, non, la communauté internationale devrait, même sur une période d'1 mois ou 2, imposer un embargo sur les produits partant du Rwanda. Ne pas se limiter qu'à ça. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on diminue un peu l'emprise de ce groupe rebelle armé qu'on appelle le M23. Il fut un temps où l'Ouganda donnait un coup de main à la RD Congo dans ce combat-là, mais j'ai appris avec un grand désespoir il y a quelques jours que l'Ouganda lui-même se préparait à désormais lutter contre la RDC. Est-ce que ce n'est pas une histoire autre de forme? tirer sa part? Est-ce que ce n'est pas une forme est-ce que ce n'est pas une preuve? Riche. Est-ce que ce n'est pas une preuve de manque de prévision venant de la part de la République démocratique du Congo quand on sait par exemple ici au Cameroun, lors de ce conflit
Cameroun-Bakassi, il y a eu la mise sur pied en 2015 par le chef de l'État, de la FMO, les forces de maintien, je veux parler des forces justement mixtes. Est-ce que la RD Congo, avec les pays voisins justement, ne peuvent pas, en prévision, penser à mettre sur pied une organisation, une institution visant justement à combattre si jamais Paul Biya n'a jamais été dans l'optique d'un règlement par les armes. Il était pour un règlement diplomatique, un règlement pacifique de la guerre de Bakassi. Non, je ne prends pas. Je parle des forces multinationales mixtes. Contre Boko Haram peut-être, vous voulez dire? Merci beaucoup. Voilà, là je vous rejoins Tchad, entièrement. Le Cameroun, le Bénin et bien d'autres pays. Le Nigeria, s'étaient mis ensemble pour essayer de proposer une force d'interposition. Tout à fait. Ok. Est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi ne peut pas copier cet exemple aussi pour les conditions de mise en place pour le cas de la RDC sont légèrement différentes. D'accord. Le Cameroun occupe une position stratégique à la fois pour le Nigeria, pour le Tchad, pour le Niger et pour d'autres États immédiats. Donc il était dans leur intérêt immédiat que le trafic ne soit pas perturbé. Il faut bien comprendre ces enjeux-là. Le Nigeria a intérêt à ce que le Cameroun ne soit pas dans les tourments. Le Tchad a un intérêt immédiat à ce que toute la zone, c'est-à-dire partant du sud-ouest jusqu'à l'extrême nord, ne connaissent aucun tourment. Parce qu'il faut dire quand même que la frontière entre le Cameroun et le Nigeria part de l'extrême nord jusqu'au sud-ouest. C'est selon moi, peut-être la plus longue frontière terrestre en Afrique subsaharienne actuellement. Ce que j'essaie de dire par là, Romaric, c'est que l'intérêt n'était pas le même, le contexte n'était pas le même, les conditions ne sont pas les mêmes. L'idéal serait que les États voisins, d'ailleurs même le Congo frère en face, j'ai suivi une intervention de, on l'appelle comment encore là, l'autre président de l'autre Congo, de l'Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso, il y a quelques jours sur la question. Je crois qu'il est en train de se mettre sur pied une sorte de force multinationale comme celle-là. D'ailleurs, c'est l'idéal. Je vous dis que ça ne sera d'ailleurs pas nouveau, ça a existé. Il y a l'Ouganda qui a combattu aux côtés des forces congolaises tout à fait. Pendant plusieurs années. Il y a que cela devrait être renforcé par le voisin, il n'y a qu'un petit coup de sépare. Donc, on peut parfaitement bien partir de Brazzaville, pardon, pour renforcer le Congo voisin. Oui, l'idéal, c'est que justement les pays autour se mettent ensemble pour déraciner le M23. Mais la question, c'est que gagnent ces pays? Vu que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que d'intérêt, que gagnent ces pays? C'est peut-être vers cette concession que Tshisekedi devrait évoluer, à mon sens. Et vous avez parfaitement raison de poser la question. Toutefois, il faut, d'une manière ou d'une autre, même pas à la voix des casques bleus, une intervention humanitaire et que sais-je encore, diminuer l'emprise du M23 dans l'est du Congo, parce que ce groupe a fait trop de mal à son propre peuple, ça il faut le dire. Voilà. Merci Julien Arcedia pour ces... agriculture imposée, taxation hasardeuse, le M23 fait sa loi dans l'est du Congo. Voilà, il faut que ça cesse. Nous avons apporté en tout cas une ébauche de solution, vivement que la RD Congo pense à des mécanismes de mise sur pied des FMM, les forces multinationales mixtes, avec les pays voisins et frères, pour que justement la ressource humaine en matière d'armes, je veux parler des hommes en tenue, que cela soit bien pensé pour, vous l'avez dit, déraciner le M23 qui visiblement semble avoir déjà barricadé l'est du Congo. Vous allez permettre qu'on prenne la transition, on revient justement pour parler cette fois-ci en thématique centrale d'autre chose. Il s'agit de la modification consensuelle du code électoral, le G7 qui a donc fait des propositions à Paul Biya. Il s'agit de la constitution de plusieurs partis politiques au rang desquels le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'OSDF et plusieurs autres partis également qui sont allés déposer ces propositions-là du côté de la présidence de la République portée par l'honorable Adamou Koupit, le porte-parole de l'UDC. On va prendre la légère transition, on revient justement derrière pour en parler.
Modification consensuelle du code électoral, le G7 qui fait donc des propositions à Paul Biya. Pour quelle fin? C'est toute la grosse question, mais avant, on va prendre la quintessence des informations parues dans les journaux en kiosque ce matin. Ces journaux qui restent et demeurent, je veux dire parallèles à l'information traitée dans le cadre de cette production. Horizon Midi, l'officier en réserve s'en occupe. Yvan Amélie, la revue de presse. Alors ce matin, on va débuter avec le journal à capitaux public de Marie-Claire Nana qui titre ce matin fonction publique, près de 300 agents radiés. Dans une note d'information signée le 12 février dernier, le ministre Joseph Lé explique les raisons de ces révocations. Donc le but est d'assainir définitivement le fichier des personnels de l'État et de la solde, mais aussi de lutter contre l'absentéisme chronique. L'essentiel de cette information est paru en pages 16 et 17 du journal à capitaux publics de ce matin. Pendant ce temps, le journal Le Mutation de ce matin titre ce matin « Communication électronique, la fibre de la discorde ». On se rappelle encore de cette opération qui avait fait bruit au Cameroun, l'opération Mot d'avion, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas eu à porter ses fruits, perturbation du réseau de téléphonie mobile, problème de connexion Internet qui demeure encore dans le quotidien des populations camerounaises. L'essentiel de cette actualité, c'est en page 9 de ce tabloïd. Le journal Le Jour d'Aman Mana s'intéresse cette fois-ci à la séquence liée aux grèves dans notre pays. Yagua, grève à la CEMRI, des employés réclament 5 mois de salaire et dénoncent des conditions de travail pénibles. L'essentiel de cette actualité est paru en page 3 de ce tabloïd. Le Messager, quant à lui, revient encore sur l'actualité relative avec le lendemain du passage du SGPR dans la région de l'extrême nord, où au cours de son départ pour la ville de Yaoundé, son cortège a été barricadé par les autorités locales de cette partie du Cameroun. Il titre donc ce matin les non-dits d'une mission, vérité sur le séjour du ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Si vous voulez savoir l'essentiel de ce qui a été dit du côté de la région de l'extrême nord Cameroun, c'est paru en page 3 du Messager du feu Puce Ndiawe de ce matin. Et puis la nouvelle expression de ce matin, titre incertitude, péril sur l'économie camerounaise. Il faut dire que dans les prochains jours, le GECAM sera au cœur d'une initiative, à l'initiative du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, qui se tiendront les 26 et 27 février 2025 à Yaoundé. L'événement sera baptisé autour des rencontres économiques du Cameroun, un événement qui est également dans un contexte où les économistes camerounais rencontrent de plus en plus des difficultés importantes. L'essentiel de cette actualité est paru en page 4 de la nouvelle expression de ce matin. Et puis, le journal Popoli également qui revient sur la visite du SGPR dans la partie septentrionale. Comment le kidnapping de Ngongo a avorté? Bon, voilà que dit. Sinon que le kidnapping de l'hélico, c'est juste un malentendu. Monsieur le maire, votre cap s'échappe de notre gandoura. En tout cas, l'essentiel de cette actualité s'est paru dans le tabloïd Popoli de ce matin, avec lequel on va refermer l'essentiel des informations parues dans les journaux de ce matin. Merci beaucoup, Yvan Amélie. Merci pour cette brillante revue des unes de ce matin. Julio Axel Diop, la une de Popoli, qui est assez comique, ce matin assez satirique. Le SGPR qui a été en quelque sorte empêché de reprendre la route. Il fallait absolument qu'il écoute l'ensemble des élus locaux de ce côté. C'est l'actualité majeure qui bat son plein depuis ces dernières 24 heures. Alors revenons justement à notre sujet pour faire allusion au G7
qui a déposé, hein, c'était quelques propositions relativement à cette affaire du code électoral, les modifications consensuelles justement du code électoral. Le G7 qui a fait une proposition, je le disais tout à l'heure à Paul Biya. La question fondamentale, c'est de savoir, est-ce que vous croyez en l'aboutissement d'une telle proposition? Il y a l'UDC, l'OMP, le PCRN, le SDF, plusieurs formations politiques justement regroupées au sein du G7 qui ont fait cette proposition. Et parce que le chef de l'État avait eu à dire que le premier document qui avait été déposé par ce même G7 il n'avait pas reçu ce document. Ils ont estimé qu'il fallait donc aller refaire proposition à quelques mois seulement de l'échéance électorale. C'est ce que j'allais vous dire. Heureusement, vous êtes un journaliste très cultivé. Vous m'avez vu venir. J'allais vous dire que ce n'est pas nouveau au Cameroun. Ça a d'abord été déposé. C'est suite à la petite discussion entre Tomaino et Paul Biya l'autre jour au palais de l'Unité, qu'ils ont d'ailleurs entrepris de refaire cette proposition, du moins de d'acheminer à nouveau cette proposition en destination du président de la République. Je dois dire, et ça il faut le dire, je n'entends rien, absolument rien, parce que dire que Paul Biya n'avait pas été informé de ce qu'il y avait des travaux de ce genre-là, alors qu'Atangandji a tout fait pour que les séances à chaque fois soient interdites, c'est insulter l'intelligence des Camerounais. Le président était bel et bien au courant de ce document-là. Il faut qu'on puisse se dire la vérité. Il savait très bien qu'il y a eu des propositions dans ce sens-là. Je pense juste qu'il les a méprisées et que par élégance, il ne pouvait pas assécher une dame comme ça au palais de l'Unité la dernière fois. On a vu le chef de l'État lui parler avec d'ailleurs quelques gestes d'amitié en la touchant à l'épaule. Vous comprenez que c'était juste pour lui une façon de lui dire bah, écoutez, vous pouvez toujours rêver. Battez-vous, c'est dur, je sais, la vie n'est pas facile, mais bon, mes petits, allez-y, c'est bon, c'est bon. Vous animez bien la scène. Vous animez bien la scène. Je pense que c'est plus quelque chose de ce genre-là. Donc, je n'en attends pas une solution particulière. Le code électoral consensuel ne viendra pas aujourd'hui. Dans un contexte où il doit se maintenir absolument au pouvoir, il ne mettra pas les conditions de son éviction. Je pense que seul le peuple souverain aujourd'hui peut décider par la voie des urnes en octobre de sanctionner le régime en place vieux de 42 ans parce qu'il y a un degré où on ne peut pas tricher. J'aime bien le dire. Si aujourd'hui le peuple camerounais se décide de virer les autorités en place, il le virera. Alors, Yvan Mény, peut-être, hein, il y a lieu de se dire des vérités sur le plateau et même aux téléspectateurs. C'est un acte peut-être salutaire, mais il n'y a que depuis 2016, l'OSDF associé à une organisation non gouvernementale, ONG, avait également émis des idées pour la modification de ce code électoral. Jusqu'à date, rien n'a été fait en 2018. On est allé avec le même code électoral, justement, de 1900, je ne sais pas moi combien de temps là. Aujourd'hui, le G7 dit vouloir faire changer la donne. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de constater une certaine gesticulation venant de la part de ces formations politiques? Non, ces formations politiques sont dans leur droit. C'est normal que... Oui, on l'a dit, ils sont dans leur rôle. C'est un acte sanitaire. Dans leur rôle, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même preuve de gesticulation à quelques mois seulement de l'échéance électorale? Non, il n'y a pas de gesticulation. Ils ont déjà peur ou bien? Non, pas qu'ils ont peur, puisque c'est normal. Pour qu'on reconnaisse également la victoire du vainqueur, il faudrait que les règles du jeu soient compatibles avec les attentes de tous les candidats. Donc, pour qu'au soir en octobre prochain, qu'on vienne pour dire tel candidat est désormais déclaré président de la République du Cameroun, il faudrait que tous les candidats qui concourent à la présidence du Cameroun soient d'accord avec le code électoral, avec les règles du jeu. Parce que ici, les règles du jeu, c'est le code électoral. Si déjà les différents partis politiques ne sont pas d'accord avec le code électoral, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Vous aurez toujours des présidents qui vont venir après vous dire qu'ils ont même gagné. On a eu un président d'un parti qui au lendemain, il est venu dire qu'il a gagné sans qu'on lui donne même les résultats. C'est parce qu'on a donc ce type de code électoral là. Si à la base, on avait un code électoral qui était consensuel, ça devait nous éviter les sorties du style, j'ai marqué le penalty, j'ai tiré le penalty, j'ai marqué. Donc ça va arrêter un peu les distractions, même dans le quotidien des populations camerounaises, parce que le peuple sera en face des candidats qui ont eu à prendre des initiatives communes. Là, il n'y aura même pas de souci, il n'y aura même pas de risque de dire qu'on peut avoir un contentieux post-électoral. Non, puisque même la population camerounaise, en ce moment, sera le premier ou encore sera la première à dire mais on vous a voté sur un code électoral où vous-même vous étiez consensuel là-dessus. Donc moi j'estime que ces partis politiques sont en train de prendre une bonne mesure
Mais malheureusement, ça ne va pas aboutir. C'est peut-être choquant de dire, mais ça ne pourra pas aboutir. Ça ne pourra pas aboutir. Ça ne pourra pas aboutir. On les met dans le registre de la ça va, circulation, oui, du bruit. c'est un peu comme lorsque vous partez demander l'audience à certains ministres, vous partez vous demander l'audience. Vous attendez. Il y a les ministres qui vous donnent l'audience sur 5 ans, sur 10 ans. Tout à fait, Julio Axel Job. C'est la même chose. Finalement, le G7 aujourd'hui, est-ce qu'il y a là la recherche du positionnement quand on sait que l'OSDF, son patron, qui fait partie justement de l'environnement des questeurs? Non, il n'y a pas de patron au sein du G7. Non, enfin, je veux dire Voilà. ceci. Quand C'est on des sait, partis j'ai politiques dit, qui se mettent ensemble permettez-moi de vous relancer. C'est des partis politiques qui se mettent Permettez-moi de vous ensemble pour faire une relancer. proposition. Vous me permettez de vous relancer? Proposition commune. Commune, vous retirez patron. Non, je ne retire pas patron parce que je connais l'orientation que je donne. Ça ne veut rien dire. J'ai dit au sein du G7, Il n'y a pas de patron, justement. Je maîtrise le permettez-moi, G7. au sein du G7, quand on sait que le patron du SDF, c'est ce que je dis, D'accord. voilà, vous m'avez compris maintenant? Allez-y. Voilà, est l'un des questeurs justement de l'Assemblée nationale du Cameroun. Nous savons certainement où se trouvent ses bureaux. Permettez-moi, quand on sait également qu'au sein du PCRN, l'honorable Cabral Libi a une fois. Je connais très bien. J'ai envie de dire, ce sont mes amis, mais aînés, juste. À côté de ce que je veux dire, il faut noter que l'idée de faire ou de proposer une réforme du code, oui, c'est possible qu'on révise le code électoral avant octobre, vu qu'il y a une session parlementaire, pendant laquelle on peut adopter une loi. Est-ce que c'est probable? Non, le RDPC ne permettra jamais d'assouplir les conditions de jeu. Donc, l'idée est bonne. Ils ont fait leur part. Est-ce que le RDPC, le régime, feront leur part? Non, la réponse. Jamais de la vie. Chacun taille les règles du jeu à ses mesures pour se maintenir aussi longtemps qu'il pourra. Il faut noter que même les partis politiques qui sont en train d'émerger, quand ils seront au pouvoir, ils auront toujours une ou deux manœuvres eux aussi pour essayer de conserver le pouvoir. Même si le prochain dirigeant, les prochains leaders du Cameroun feront tout pour assouplir, pour ne serait-ce que réguler les règles du jeu. Mais on ne peut pas s'attendre à voir le code électoral changer avant l'élection présidentielle. C'est peine perdue. Il faut oublier. C'est mort. Mort. C'est mort. D'accord. Donc, on ira aux élections avec le même code électoral. Et en 2026, le MRC prendra avec part. la même guerre dans le NOZO, Voilà. avec les mêmes problèmes. Donc, même guerre dans le NOZO. Et le MRC ira aux élections avec le même code électoral. Le MRC ira aux élections présidentielles. À l'élection présidentielle qui arrive, et rien n'est sûr que le MRC ira aux élections locales en 2026. Voilà donc qui est dit pour le bonheur de nos téléspectateurs. On va rapidement sortir du temps qui nous tient très à la gorge. Yvan Ameni, on reviendra pour parler du bon à savoir. Quelle est la thématique justement du bon à savoir? Après la légère transition, on en parle. Le bon à savoir, comment accueillir son nombre du retour du travail. Elles sont nombreuses, ces jeunes femmes au mariage, au foyer, qui préfèrent se mettre en tabac, parfois plein de fumée, pour accueillir justement leur mari lorsqu'ils retrouvent la maison après une longue durée de travail. Yvan Ameni, vous êtes également un homme très, mais alors très en couple. Comment est-ce que votre dame doit vous accueillir lorsque vous retournez à la maison après une longue journée de travail comme celle-ci? Justement, c'est un sujet très important parce que ça fait partie intégrante de la vie des hommes en pays bantou. C'est normal, c'est des habitudes auxquelles nous sommes également confrontés chaque jour. Votre compagne ou encore votre partenaire ou encore votre compagne est appelée à vous séduire tous les jours. Comment? Peu importe ce qu'elle Comment elle doit faire pour vous séduire? Ça passe déjà par l'habillement d'abord. Oui. Lorsque vous arrivez parfois à la maison, vous trouvez votre femme, elle a un jean oui, il y en a qui ont les t-shirts. Pas d'éléphant terrible. Il y en a qui ont les t-shirts adieu, papa tala, tout ça. Non, il ne faut pas abourer. Là c'est compliqué en fait. Non, la femme doit garder sa séduction, oui. Peu importe où elle se retrouve en fait. Tu rentres là le soir, tu la vois, elle a un t-shirt. C'est ça qui adieu papa. Adieu papa tala. Parce que c'est ça qui fait ton originalité. Non, c'est clair, c'est une vérité. On ne peut pas prendre le t-shirt du deuil qu'on a donné au funérailles, vous prenez ça pour un habit de sortie ou encore pour rester à la maison à tout moment. Non, c'est normal, la femme
elle doit garder cette séduction-là, puisque c'est ça qui vous attire vers la femme. Lorsque vous allez vers une femme, c'est d'abord parce que vous avez été séduite. C'est d'abord ça. C'est après maintenant que vous commencez avec autre chose en fait. Et elle doit accueillir en pays bantou. Lorsque le père arrive, on accueille le père. C'est normal, on doit vous accueillir à l'entrée même de la porte. Mais pas qu'on va on doit attendre que vous entrez dans le salon ou encore dans la chambre et autres. Et on dit que ta nourriture là-bas, sur le gaz. Parce qu'il y a des femmes aussi comme ça. Donc il est arrivé, vous n'avez même pas d'avoir accueilli. Juste que ton compte c'est là-bas, sur le gaz là-bas. Non, c'est pas. On ne peut pas fonctionner comme ça. La femme doit garder sa séduction, peu importe le jargon dans lequel elle se retrouve. Même en cuisine, la femme doit avoir des stratégies pour séduire. Encore que l'homme ne veut que ça, l'homme veut être séduit par sa femme, c'est normal. Puisque vous savez, dans la vie, il y a les besoins d'estime. On veut se sentir important envers ces personnes-là à qui on accorde également aussi une importance chaque jour. Donc la femme doit garder cette séduction-là le matin, à midi, le soir, peu importe où elle se retrouve. Julio Arcel Job. Voilà, c'est ça que je m'y attendais. Allez-y, réaction. Non, je vais peut-être vous surprendre. Je vais vous surprendre. C'est vrai que je ne suis pas un expert dans des questions d'amour, d'entretien, de l'amour, de la rétention de la femme. On sait tous, même sur ce plateau, que ce n'est pas mon fort. Mais à côté de cela, peut-être qu'il faut faire un petit témoignage en quelques secondes. La maman de mes enfants a été très douée dans cet exercice-là. Il m'arrivait de rentrer très tard et tant que je n'étais pas rentré, elle ne dormait pas. Elle a commencé à dormir avant mon arrivée, quand elle s'est rendue compte que j'avais une passion particulière pour dormir au bureau, que ce soit à l'époque de Bénéficial, l'époque de temps où on était à Yvan au CED, où j'ai eu cette habitude de souvent passer beaucoup de nuits au bureau. C'est là où elle a commencé à perdre les réflexes de m'attendre. Donc, je n'ai jamais été déçu de ce côté-là. Elle savait tout à fait attendre son nom. Quand j'arrivais, elle prenait ma mallette à l'entrée de la porte et elle allait la ranger là où je la rangeais souvent. Donc, j'ai aussi vécu avec une femme qui savait accueillir son nom, attendre son nom. Voilà. Donc, je suppose que les hommes aiment bien, comme Yvan le dit, quand ils arrivent à la maison, être accueillis, comme cela se doit, se sentir important, respecté. Car au bout du compte, quoi qu'on dise, c'est vrai que c'est la règle générale, c'est eux qui sont les pourvoyeurs de moyens, c'est eux qui pourvoient le nécessaire pour faire fonctionner une maison. Donc, je pense que l'homme aimerait quand même, quand il arrive à la maison, retrouver sa femme, en ressemblant à une femme, pas à un robot, à une grand-mère. Je pense que ça, c'est ce que l'homme voudrait le plus voir. Quand il arrive, voir les cordes de sa femme bien dessinées dans une tenue assez appropriée, ça fait toujours beaucoup de bien. On me dira, ici, il y a des enfants à la maison. C'est une autre question. Je dis que l'homme aime être séduit en permanence. Et donc, les femmes devraient certainement copier ce modèle de femmes qui savent accueillir leur homme quand ils arrivent, entre le débarbouiller, le débarrasser de ses chaussures, son sac, son manteau s'il en porte un, préparer sa table normalement, et tout ça. Non, j'ai connu ces moments magnifiques, ça il faut le dire. Merci. Merci beaucoup, Julio Arcel Job. C'est peut-être avec ces mots de fin que nous allons sortir de ce programme. Yvan Méni, on vous dit infiniment merci. Merci pour la promptitude. Vous avez répondu présent à l'appel d'un devoir ce matin. Officier de réserve pour cette émission. Rendez-vous certainement très prochainement. Merci à Julio Arcel Job. Merci à vous, Romaric. Merci à ceux qui nous ont regardés. Demain, rendez-vous 10h. C'est toute une grosse équipe de production réunis autour de la réussite de cette autosortie d'Horizon Midi. On vous dit infiniment merci Rodrigue Jean-Jacques Dier derrière la vitrée à la diffusion. Merci à Moïse Moses, ingénieur son maison à ses côtés, Franck Sanga ici en studio pour la gestion des 8 caméras braquées sur nous, les lumières également. Merci à Reine Christelle Tignien pour la coordination, l'honorable François Biba pour la supervision générale. Vous retrouverez bien sûr en différé à travers nos différentes plateformes la retransmission de cette émission Facebook, Horizon 3 Télévision, YouTube, Horizon 3 Télévision, Link, et même à travers nos pages personnelles, TikTok, Julio Arcel Diop. Vous verrez pas mal également de nos interventions de ce côté. On vous dit merci, mesdames, messieurs, pour votre attention particulière. Je reste l'unique drapeau camerounais, Romaric Noifeu. J'ai eu l'honneur, le bonheur et même le privilège de tenir et de conduire les échanges ce matin. On l'a annoncé vendredi, très certainement, on aura l'occasion d'accueillir une figure emblématique pour notre émission spéciale. Ce sera soit l'honorable Adamou Koupit ou même encore le secrétaire exécutif des étudiants de
l'université de Yaoundé de Soie pour nous informer sur l'affaire des 1000 francs et les 1500 francs remis à chaque étudiant représentant la part du gâteau pour la célébration de l'an 92 du chef de l'État. Bonne suite de programme sur nos antennes tout à l'heure à 12h30, le journal La Mi-Journée porté par la voix féminine Fallon Mefoué et à 19h30, le grand format, je serai en votre compagnie. Mesdames, Messieurs, à bientôt.